Très cher développeur, bienvenue dans cette vidéo de 2 heures où je vais te présenter le début de mon cours autour des API en .NET, plus précisément avec l'approche recommandée de nos jours par Microsoft, les Minimal API. Si tu souhaites aller plus loin sur le sujet, tu trouveras le lien vers le cours complet dans la description. Il y a quasiment 15 heures de vidéo, les 2 premières sont donc dans cette vidéo et tu as donc encore 13 heures à découvrir avec de nombreux sujets, y compris avec l'approche MVC. J'ai une section, un module dédié à l'approche MVC si tu es inconfortable avec les Minimal API ou si tu souhaites voir comment l'utiliser dans le cadre d'un projet où MVC t'est imposé par exemple. Dans cette vidéo qui se suffit à elle-même, on fait l'introduction aux Minimal API en 2 heures. Donc on va couvrir un ensemble de sujets vastes et variés qui te permettra de faire tes premières API avec .NET assez facilement et donc de faire un premier exercice. Cet exercice d'ailleurs est dans le cours réutilisé dans chacun des TP afin d'être amélioré. Bien entendu, pour être certain de pouvoir suivre cette vidéo dans les meilleures conditions, il est nécessaire de connaître le langage C#. Je parle ici d'une connaissance minimale autour de la syntaxe et de la programmation orientée objet. D'ailleurs, si tu n'es pas à l'aise avec C#, n'hésite pas à te rendre sur ma chaîne, j'ai une vidéo assez complète où est-ce que je te présente C# et tu pourras donc apprendre les fondamentaux du langage afin de faire tes premières API. Il s'agit donc ici d'une programmation purement back-end serveur, donc qui est destiné à fournir des données à des applications front-end, quelles qu'elles soient, vu qu'on utilise un standard qui est l'API et un standard de communication qui est le JSON. Ça te permettra de découvrir un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui avec C# concrètement. Bref, assez de blabla, je te laisse découvrir cette vidéo de 2 heures et comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu veux en savoir plus et si tu veux aller plus loin, tu trouveras le lien vers le cours complet dans la description disponible sur ma plateforme. D'ici là, je te souhaite un bon apprentissage et une bonne vidéo. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce cours sur ASP.NET Web API. Je m'appelle Christophe Momer et vous regardez actuellement ce cours sur ma plateforme de formation HTS Learning. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi tout d'abord me présenter succinctement. Qui suis-je ? Vous voyez une photo de moi à l'écran, c'est sur ce genre de photo qu'on voit que le temps passe. Donc je suis indépendant depuis 2019, j'exerce à mon compte et je conseille les sociétés, je les accompagne de par mon expertise autour des technologies .NET. Donc si vous ou votre entreprise avez besoin d'un développeur, d'un expert, d'un formateur, n'hésitez pas à me contacter directement pour que je puisse voir si je peux vous accompagner. J'ai publié 4 livres techniques aux éditions ENI, donc vous avez les pochettes ici sur la partie gauche, à savoir un livre sur Blazor, un livre sur Docker, un livre sur C# 10 et .NET 6, notamment avec Visual Studio Code. Une nouvelle version est prévue normalement pour C# 12 et également écrire du code .NET performant qui vous explique comment utiliser les outils de profiling et de benchmarking afin de rendre votre code le plus performant possible. Je suis en train d'écrire au moment du tournage de cette vidéo le 5e livre, peut-être que quand vous regardez cette vidéo il sera déjà sorti, je ne peux pas en dire plus pour l'instant, je suis sous NDA. Ensuite, j'ai plusieurs dizaines d'heures de formation disponibles en VOD sur ma plateforme. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà au courant de l'étendue du catalogue de formation que je propose. Donc n'hésitez pas à acquérir d'autres connaissances par le biais des autres cours disponibles sur la plateforme. J'ai à mon actif environ une 50aine de clients satisfaits, parmi lesquels certains grands comptes, comme par exemple la société Cegid, qui est un éditeur de logiciels assez gros en France, ou encore même Monsieur Bricolage. Bref, je ne suis pas ici pour faire l'étalage de mes clients, et je suis finalement MCT, Microsoft Certified Trainer, donc reconnu formateur officiel par Microsoft pour les formations qui sont liées aux certifications Microsoft, et récemment, depuis 2022, je suis également reconnu MVP, Microsoft Most Valuable Professional, du fait de ce que j'apporte à la communauté par rapport notamment à mon blog, à ma chaîne YouTube et à mes contributions communautaires. Donc voilà un petit peu qui je suis si vous ne me connaissez pas encore. Maintenant, on va parler du cours sur ASP.NET Web API parce que c'est pour ça que vous êtes là. Il y a quelques prérequis à ce cours avant de pouvoir rentrer dedans de façon efficace. Tout d'abord, il vous faut connaître les fondamentaux du langage C#. Si ce n'est pas le cas, j'ai un autre cours pour vous qui parle justement des fondamentaux du langage C#. Il est nécessaire d'avoir fait ce cours et de connaître les fondamentaux avant de voir ASP.NET parce que je ne reviendrai pas sur ce qui est fondamental en C#. Je pars du principe que vous savez faire du code C# basique. Je ne vous demande pas d'avoir de connaissances au préalable sur ASP.NET.
aucune variante, ni MVC, ni Razor Page, ni Minimal API, ni Web API, ni Blazor, ni quoi que ce soit. Si vous en avez déjà, c'est bien, vous allez probablement pouvoir les approfondir. Si vous n'en avez pas, ce cours est là pour vous justement pour que vous puissiez découvrir depuis la base. Ensuite, il vous faut le SDK.NET 6 minimum. Moi ici, je vais faire les cours en .NET 7. La version va d'ailleurs évoluer au fur et à mesure des vidéos parce que je ne tourne pas toutes les vidéos d'un coup. Et au moment du tournage des vidéos du début, on n'est toujours pas en .NET 7.0, je suis toujours en RC2, donc Release Candidate 2, donc une version preview. Mais en tout cas, je vais travailler avec .NET 7 majoritairement. Et pour vous, il vous faut minimum .NET 6. Il y a peut-être certaines spécificités qui sont propres à C# 11 et .NET 7. Mais si c'est le cas, je vous le dirai explicitement que ça c'est dédié à .NET 7 et il y a de fortes chances que quand vous voyez ce cours, vous puissiez déjà utiliser .NET 7 de façon stable. Et je vais faire en sorte de faire le maximum avec .NET 6 parce que je sais que les entreprises aiment bien utiliser les versions dites LTS, Long Term Support, et donc .NET 6 étant une LTS alors que .NET 7 est une version courante, je vais faire le maximum pour rester autour de .NET 6, même si j'utiliserai le runtime et tout ce qui va avec .NET 7. Ensuite, bien sûr, il vous faut un IDE, environnement de développement, que ce soit Visual Studio Code, VS sous Windows ou sous Mac, Rider, bref, ce que vous voulez, mais un environnement dédié et assez puissant. Moi, je vais utiliser Visual Studio 2022 sous Windows, mais vous pouvez très bien suivre ce cours et le faire avec VS Code. Vous aurez moins d'outils et moins d'assistance, et probablement qu'il vous faudra trouver également les quelques raccourcis. Mais moi, je travaille sous Windows, donc je vais utiliser VS 2022. Cependant, absolument tout est reproductible avec les outils IDE. Et finalement, le dernier prérequis, bien sûr, c'est d'être motivé. Motivé parce que ce cours va être, on va dire, volumineux. On va voir beaucoup de notions, on va voir beaucoup de choses, et à la fin, vous serez, à peu de choses près, un expert d'ASP.NET Web API, et vous saurez faire donc des API en .NET les plus puissantes avec toutes les possibilités possibles et imaginables. Car en effet, en .NET, c'est très souvent du back-end qu'on demande, et donc des API. C'est bien pour ça que ce cours va, à mon avis, vous être utile dans votre carrière professionnelle. Alors, ça c'est les prérequis. Si tout est OK pour vous, on continue. Sinon, faites le nécessaire pour avoir ces prérequis. Allez voir le cours sur C# si vous ne connaissez pas. Installez les outils si vous ne les avez pas encore installés. C'est très facile à installer. Je ne vais pas faire de démo pour installer le SDK.NET ni Visual Studio. Vous trouverez des tutos sur le net. Et si vous avez vraiment besoin d'être assisté, rendez-vous sur mon cours sur C# où je vous montre comment faire pas à pas. Et si vous avez tout qui est prêt, c'est parti. Alors, petite introduction théorique. Après, on va passer l'essentiel, la totalité du temps, les mains sur le clavier, à voir des choses ensemble. Mais d'abord, il faut planter un peu le décor. Alors, que veut dire API? Parce que ASP.NET Web, jusque-là, pas de problème. ASP.NET, c'est le nom de la technologie. Mais API, ça veut dire Application Programming Interface. En gros, ça veut simplement dire que quand vous créez une API, vous allez créer des méthodes qu'on va pouvoir appeler sur le web par le biais du protocole HTTP, le plus souvent, et ces méthodes vont renvoyer de la donnée ou vous permettre d'interagir avec de la donnée. En gros, une API, c'est un logiciel qui va tourner sur le serveur, qui va permettre de répondre à des requêtes et qui va être consommé par des applications, que ce soit des applications web, comme par exemple une application Blazor, des applications mobiles, en MAUI ou Xamarin, des applications lourdes, WPF ou Informs, ou n'importe quel autre type d'application. Ce qui est bien avec l'API, c'est qu'elle définit un standard. On va voir plus tard le mode de communication, notamment par rapport à la philosophie REST, mais le standard qui est défini avec les API fait que on peut avoir un langage qui est totalement différent entre l'API et le client qui la consomme. Ça n'a pas d'incidence. Alors, on a la chance en C# et en .NET d'avoir tous les outils pour faire à la fois des API et à la fois des clients. Donc on va pouvoir partager du code entre nos deux applications, et d'ailleurs c'est bien parce que ça nous rend beaucoup plus productifs ce genre d'approche. Mais rien n'empêche d'avoir une API en .NET et une application par exemple en React, ou une application qui serait faite en JavaScript natif, ou une application en React natif mobile, Flutter, bref ce que vous voulez, vu que le mode de communication des API est standard. Donc la communication en API peut se faire avec un format d'échange. Donc il faut forcément transformer les données pour qu'elles soient sur un standard. On ne peut pas échanger en binaire réservé à .NET, sinon on quitte la notion de standard et il faut du .NET de l'autre côté. Donc pour ça, on a trois formats majoritaires aujourd'hui, le XML, le JSON et gRPC. Alors je ne vous cache pas que XML, c'était à l'époque des premières API parce qu'on avait un protocole qui s'appelait SOAP et on a vite abandonné le XML parce que c'était trop lourd, beaucoup trop de décoration. Il existe encore aujourd'hui des API en XML sur des systèmes soit vieillis
vieillissants, soit des systèmes qui nécessitent une grande compatibilité avec des logiciels plus anciens. Et dans ce cas-là, c'est le protocole SOAP et on ne verra pas SOAP dans ce cours. Dans ce cours, nous verrons du JSON, qui est donc le format recommandé. On a au-dessus de ça, gRPC, qui est Google Remote Procedure Call. C'est un format d'échange en binaire qui est ultra performant parce qu'on envoie vraiment très peu d'informations décoratives. En XML, on en a trop. En gRPC, on en a quasiment pas. Et en JSON, on en a un minimum. C'est pour ça que JSON, en fait, est le juste milieu. En plus de ça, il a été largement standardisé de par le fait que JavaScript a pris une ampleur phénoménale et JSON est lisible à l'œil humain. Donc on va aussi voir vers la fin du cours la notion de gRPC, comment communiquer avec gRPC vers et depuis une API, et on verra également que Microsoft a fait pas mal d'efforts pour justement permettre que le gRPC puisse être, on va dire, lu par des humains, parce que c'est vraiment illisible vu que c'est du binaire. Mais la majorité du cours, et pour commencer, ce sera du JSON et on ne verra pas le XML. Alors, avant d'aller plus loin dans le détail, il faut savoir qu'en .NET, on peut faire des API de deux façons différentes. On a l'option moderne récente ajoutée depuis .NET 5, .NET 6, qui sont les Minimal API, qui sont plus rapides à coder et également plus rapides à exécuter car plus performants. Et on a, on va dire, la version historique qui est là depuis le début de .NET où est-ce qu'on peut faire des API, qui est le pattern MVC, où est-ce qu'on va se passer tout simplement des vues, car on ne va faire que des contrôleurs permettant de créer des endpoints. Donc dans ce cours, ce sera un peu particulier car on va voir les deux façons de faire, de telle sorte que vous puissiez faire votre choix, comme ça vous saurez comment faire l'un et l'autre. Le but n'est pas de vous bloquer dans une seule approche, mais par contre on va mettre le focus dès le début sur la partie Minimal API. En effet, au moment du tournage de cette vidéo, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire en Minimal API qu'on peut faire en MVC. Mais Microsoft a clairement dit que pour eux, la nouvelle façon de faire des API, c'était les Minimal API. Donc, ils vont mettre des efforts pour rattraper on va dire le gap fonctionnel entre les contrôleurs et les Minimal API, de telle sorte qu'on ait une parité fonctionnelle entre les deux et qu'il n'y ait pas des choses qu'on ne puisse pas faire en Minimal API qu'on peut faire en contrôleur. Les contrôleurs vont rester pendant encore un très long moment, tout simplement parce que c'est la voie historique et que Microsoft ne peut pas simplement les déprécier au risque de casser des milliers et des milliers d'API qui auraient été déjà développés. Donc nous, on va mettre le focus sur les Minimal API, tout simplement parce que c'est la version moderne dans laquelle il y a beaucoup d'efforts. En .NET 7, il y a eu encore des ajouts qui ont été faits par rapport à .NET 6, donc ça ne fait que bouger sur ce terrain-là, parce que Microsoft veut vraiment rattraper le retard fonctionnel, et les Minimal API, c'est un peu la réponse de Microsoft à tous les outils modernes, en JavaScript, Python et autres, qui permettent de faire des API très rapidement et très facilement. Donc c'est pas étonnant qu'ils mettent leurs efforts là-dessus pour attirer de nouveaux développeurs, parce qu'en MVC, il faut avouer qu'il y a quand même beaucoup plus de choses à écrire et de choses à comprendre. Donc nous, on va partir sur les Minimal API dès le début. Vous allez apprendre les API avec les Minimal API, et à un moment dans le cours, je vous montrerai également comment faire avec des contrôleurs. Donc vous pourrez voir, rattacher les wagons par rapport à ce qu'on a déjà vu en Minimal API et comprendre un petit peu ce qui se passe. Et comme ça, vous saurez faire les deux, et en fonction des postes ou de vos choix, vous pourrez choisir l'un ou l'autre. Alors maintenant, avant de partir les mains sur le clavier, parce que je sais que vous trépignez d'impatience, il faut que je vous parle de REST et de la philosophie REST. Parce que les API qu'on va faire vont respecter cette philosophie. Donc REST est une philosophie qui a été amenée avec les API en JSON, donc qui n'existait pas avec SOAP, mais qui peut être réutilisée au besoin. En fait, il y a deux notions importantes à savoir par rapport à REST. La première concerne les verbes, car en effet, on va utiliser les verbes HTTP pour indiquer l'intention de ce qu'on veut faire. Parce qu'en fait, quand on appelle une API, pour dire qu'est-ce qu'on veut que cette API fasse, on va pouvoir distinguer les intentions pour la même URL en fonction du verbe HTTP. Notamment, les standards, c'est get, c'est de la lecture, delete, c'est de la suppression, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Après, il y a quelques guerres de clochers sur la suite, mais moi, j'aime bien catégoriser post comme étant de la création et put comme étant de l'update, de la mise à jour. Alors, certains utilisent post pour la création et pour la mise à jour, certains n'utilisent pas put mais patch, donc comme je vous les ai mis un petit peu à l'écran ici, il y a différentes possibilités, il y a des guerres de clochers. Je vous invite juste à trouver votre équilibre et la version qui vous convient. Moi, dans le cours, ce sera ce qui était là à l'écran sans le verbe patch. Il y a d'autres verbes HTTP que vous pouvez éventuellement utiliser pour faire d'autres choses, mais ça, on va dire, c'est le standard. Donc, en gros, quand vous allez envoyer une requête vers une API, c'est dans le verbe HTTP, et vous verrez comment on peut le définir avec les outils, que vous allez dire, eh bien, sur cette URL, je veux faire de la lecture. Car en effet, on va utiliser plusieurs fois la même URL, mais pas pour les mêmes raisons. Soit on va faire de la lecture, soit de l'écriture, ainsi de suite.
Premier concept important de REST, le verbe HTTP indique l'intention de ce qu'on veut faire. Deuxième principe important de la philosophie REST, ça va être d'utiliser les codes de retour HTTP pour indiquer le résultat. Car en effet, quand quelqu'un va faire une requête, vous allez lui produire un résultat. Et ce résultat, en fait, aura un code, donc un code à 3 chiffres, qui est dans les centames, qui va indiquer ce qui s'est passé. En fait, on a plusieurs codes, mais il y a 4 tranches importantes. La tranche qui va de 200 à 299, celle qui va de 300 à 399, 400 à 499 et 500 à 599. La tranche des 200 indique un résultat positif. Alors il y a plusieurs variantes dans les 200, vous verrez. La possibilité de dire OK, la possibilité de dire la ressource a bien été créée, la possibilité de dire ça a bien été pris en compte, mais je n'ai pas de contenu à te restituer. Il y a plusieurs degrés de finesse. Sur la classe des 300, eh bien, c'est que la ressource n'est plus là où est-ce qu'elle était initialement. Donc, il y a eu un changement et il faut que le client soit notifié qu'il y a ce changement et qu'il puisse le prendre en compte pour ses prochains appels. La classe des 400 veut simplement dire que la personne a fait une erreur dans sa requête. Soit elle va sur une requête qui n'est pas autorisée, soit sur un endpoint qui n'existe pas, soit avec une entité qui ne peut pas être traitée. Et les 500, ça veut simplement dire que nous avons une erreur sur le serveur. Donc là, on a tout le panel des 500 pour définir plusieurs codes d'erreur afin que les clients puissent être au courant du type d'erreur. Parce qu'en effet, quand on va créer une API, avant de la donner à d'autres applications à consommer, nous allons produire une documentation qui va décrire qu'est-ce qu'on attend comme objet en entrée de cette méthode et qu'est-ce que ça va produire en résultat, tant en termes de contenu qu'en termes de code HTTP. Vous verrez, tout ça est quasiment automatique, on a juste certaines petites choses à faire de notre côté. Donc ça, c'est très important à retenir. Les API qu'on va faire vont respecter la philosophie REST. Donc on va utiliser les verbes pour dire qu'est-ce qu'on veut faire et les codes HTTP pour dire quel est le retour, qu'est-ce qui s'est passé. Si vous n'avez qu'une chose à retenir, ce n'est que ça. Maintenant que vous êtes armé de ce petit bagage théorique, et vu que la vidéo fait environ 15 minutes, je vais vous libérer là, et on se retrouve directement dans la prochaine vidéo pour qu'on puisse créer ensemble notre première API et qu'on puisse découvrir Web API et les Minimal API dans ce module d'introduction où est-ce qu'on va faire nos toutes premières API et nos toutes premières endpoints. On se retrouve tout de suite sur Visual Studio, main sur le clavier. Allez, on est parti les mains sur le clavier pour découvrir le merveilleux monde des API en ASP.NET avec C#. Donc ici, on va ouvrir l'introduction de ce cours par la présentation des Minimal API. Je pourrais très bien demander aux outils .NET de me générer une Minimal API avec certains éléments par défaut et vous expliquer pas à pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais je trouve que ce sera plus pratique si je vous montre comment créer une API minimum à partir de rien, c'est-à-dire qu'en fait vous allez partir d'une application totalement vierge et petit à petit vous allez faire certaines modifications et au fur et à mesure que je vais les faire, je vais vous expliquer en quoi ça consiste et ce que ça apporte comme différence. Donc je vais ouvrir ici un terminal dans un dossier que j'ai prévu. Et dans ce terminal, je vais créer une nouvelle application avec le CLI, à savoir une application console, .NET New Console. Car en effet, si ASP.NET est aujourd'hui cross-platform, c'est parce qu'à la base, c'est une application console. Alors, j'ai eu des reproches de certaines personnes qui ont parfois suivi mes cours en disant que la ligne de commande était dépassée, qu'il fallait utiliser Visual Studio et que ce n'était plus au goût du jour d'utiliser la ligne de commande. Depuis .NET Core, la ligne de commande a retrouvé ses lettres de noblesse en .NET. En effet, avant c'était très compliqué, voire inutile de passer par la ligne de commande, mais maintenant depuis .NET Core, on a le CLI.NET, donc par ce petit mot-clé .NET, on accède à un grand ensemble de fonctionnalités, et cela est très puissant, mais surtout très rapide, même plus rapide que Visual Studio pour créer rapidement un projet. En effet, Visual Studio, il faut le temps qu'il se lance et parcourir les différentes fenêtres de l'assistant pour créer son projet. Ici, une ligne de commande que je connais déjà me permet de créer un projet en quelques secondes. Vous le voyez, j'ai appuyé sur Entrée et le projet est créé en arrière-plan en quelques secondes. Cela est fait très rapidement, plus rapidement qu'avec Visual Studio, même la dernière version en date. Donc, je montre l'approche en ligne de commande, d'une part parce que c'est plus rapide et aussi parce que c'est cross-platform. Tout le monde n'est pas sous Windows avec Visual Studio 2022 et certains vont suivre le cours avec d'autres environnements et donc la ligne de commande, elle, est universelle et multiplateforme, ce qui permet à chacun de faire ceci. Après, tout ce que je fais comme code dans Visual Studio peut être fait dans n'importe quel éditeur de code, donc là-dessus, il n'y a pas tellement
de différence. Donc je vais ouvrir le CSProj avec Visual Studio 2022 et nous allons pouvoir commencer à travailler cette application console pour la transformer en Minimal API. Car en effet, j'ai maintenant simplement un programme .cs avec un Hello World, donc c'est une application console tout à fait standard, mais ce n'est en rien une API .NET, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas à des requêtes HTTP qu'on pourrait faire avec un navigateur. Donc la première étape va être de transformer cette première API pour qu'elle ne s'exécute pas en tant qu'application console et qu'on voit Hello World sur la console, mais que si on va sur notre navigateur favori, que ce soit Chrome, Firefox, Opera ou n'importe lequel, et que vous tapez l'URL sur laquelle s'exécute votre API, vous voyez Hello World dans votre navigateur. Donc la première étape pour ça, c'est de transformer cette application console en application web. Donc ce que je vais faire un clic droit sur Minimal API et je vais éditer le fichier projet, donc le fichier CSProj. Donc si vous n'avez pas Visual Studio, n'hésitez pas à utiliser un bloc-notes pour directement aller modifier le fichier .csproj de l'application console qui a été créée. Ici, on a ce qu'on appelle le SDK dans la balise d'entête qui est le Software Development Kit. C'est-à-dire que vous allez simplement par le biais de cet attribut sur la balise project, dire au compilateur, à Visual Studio et à tous les outils .NET, quel est l'ensemble d'outils que vous souhaitez utiliser dans le cadre de ce projet en particulier. Microsoft.NET SDK est, on va dire, le SDK de base, les fondamentaux, mais ne contient pas tout ce qui est nécessaire pour le web. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais juste rajouter à la fin .web. Comme ça, je dis simplement à Visual Studio, charge-moi tous les outils du web. Généralement, quand on modifie le CSProj avec Visual Studio, on a ici un petit bandeau qui s'affiche en disant qu'il y a certains changements qui ont été faits. Si ce bandeau s'affiche, cliquez sur recharger les projets, ce qui va faire que Visual Studio va recharger les projets. Parfois, ça ne s'affiche pas non plus, donc s'il s'affiche, cliquez sur recharger, sinon vous pouvez simplement continuer et fermer le CSProj. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement supprimer le console.writeLine. Alors, comment se comporte une API ASP.NET? En fait, c'est très simple parce que le fonctionnement est identique qu'on soit sur de l'ASP.NET MVC ou des Minimal API. Ce qu'il faut faire, il faut commencer par configurer notre site web, c'est-à-dire configurer tout ce qu'on va vouloir utiliser dedans. Là, pour l'instant, nous, on veut faire quelque chose d'extrêmement simple, donc on va rien configurer. Cependant, on va quand même créer l'élément qui va nous permettre, depuis la configuration, de générer une application web et de l'exécuter. Donc, on va commencer par créer une variable qu'on va appeler builder, qui va être l'initialisation de webApplication.createBuilder. Donc en fait, webApplication est une classe fournie par le framework ASP.NET qui vous permet en fait de créer, ici en l'occurrence un builder, c'est-à-dire un objet qui va vous permettre de configurer votre application web. Une fois que vous avez fini la configuration, vous allez appeler la méthode build en fait comme ceci. Et la méthode build va renvoyer une web application. Donc le webApplication.createBuilder va créer un web application builder. Dessus, on va pouvoir faire un ensemble phénoménal de choses. Et au fur et à mesure de ce cours, on va faire vraiment beaucoup de choses. Mais une fois qu'on a fini de le configurer, on appelle la méthode build qui nous renvoie une application. Donc là, j'ai une application. Et cette application, comme me le suggère Visual Studio, je peux appeler la méthode .run dessus pour la démarrer. Là, j'ai une application web, elle ne fait rien, mais elle tourne. Si je demande à Visual Studio d'exécuter ce projet, donc il va me le compiler et l'exécuter. Donc là, ici, il me demande d'installer le certificat SSL pour ASP.NET Core. Donc je vais mettre oui, parce qu'en effet, on tourne sur du HTTPS. Donc j'installe bien le certificat directement dans mon système d'exploitation, en mettant oui à chaque fois. Et donc là, mon application est lancée, comme vous le voyez, elle est lancée sur le port localhost 50192. Donc en fait, ici, il n'y a rien dedans, c'est pour ça que j'ai une 404, parce que je n'ai rien défini. Mon application web fonctionne, mais il n'y a aucun endpoint, donc aucun endroit sur lequel je peux appeler cette application pour lui dire « fais quelque chose » et réponds à la requête qu'on t'a faite en renvoyant tel élément ou telle réponse. Donc je vais arrêter l'exécution. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement configurer notre application pour qu'elle réponde sur une URL donnée et qu'à cette URL en particulier, elle réponde en disant « Hello World ». En fait, c'est exactement pareil que ce qu'on avait fait avec l'application console, sauf que le Hello World ne sera pas dans la console, mais sera sur notre navigateur web. Pour ça, on va faire un app.map pour dire je veux mapper. On va choisir le verbe HTTP
comme on en a parlé dans la vidéo précédente, donc le verbe get, qui est le verbe par défaut, quand on tape une URL dans notre navigateur, le navigateur va envoyer une requête HTTP GET sur une route. Donc ici, il va me demander le pattern. Donc le pattern, c'est grosso modo la route sur laquelle je veux que ça réponde. Donc moi ici, je vais faire /hello, c'est-à-dire que sur localhost 50 000 et des cacahuètes, si je fais /hello, je vais avoir une réponse. Et en deuxième paramètre, je dois lui fournir un delegate. Donc comme je vous disais, en prérequis de ce cours, il faut connaître un peu le C# parce que je ne reviens pas sur les fondamentaux. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer une lambda, donc une lambda qui est vierge, et là, je vais simplement renvoyer la chaîne brute hello world, comme ceci. Donc, comme vous le voyez, en Minimal API, j'ai fait là mon premier endpoint, j'ai mappé le verbe get sur l'URL /hello, et dès qu'on appelle /hello en get, j'ai hello world. Je vais réexécuter mon API. Donc ici, j'ai toujours une erreur, car en effet, je suis sur l'URL racine, et si je fais /hello, vous voyez, j'ai hello world, donc c'est-à-dire que j'ai une réponse ici, sur le /hello, mon API répond hello world, mais elle ne marche pas sur quoi que ce soit d'autre. Si je fais /hello/a, ça ne marche pas. Donc, on a fait là notre tout première API en .NET depuis une application console qu'on a transformée en application web en changeant le SDK, en créant notre instance de web application. On a pu utiliser la méthode map_get qui permet de mapper le verbe HTTP get sur une URL donnée et de renvoyer du texte en tant que tel. Alors, je me doute que là, vous restez un peu sur votre faim parce que vous vous dites, ok, mais bon, enfin, c'est sympa de renvoyer du texte. Moi, j'aimerais bien faire des trucs un peu plus complexes. Et pas d'inquiétude, on va y aller petit à petit et on va améliorer nos choses au fur et à mesure. Mais vous avez là les vrais fondamentaux pour créer une API en .NET. Et comme vous le voyez, ça prend 4 lignes de code. Et encore, ça a pris 4 lignes de code tout simplement parce que j'ai choisi de séparer les instructions. J'aurais pu le réduire en 3 lignes de code, voire un petit peu moins si nécessaire. Voilà comment créer une API minimale en .NET. Alors bien sûr, les API vont beaucoup plus loin que ça, même les API minimales. Donc on va continuer l'exploration des API minimales avant de passer aux API en ASP.NET MVC contrôleur classique. Et donc, on va découvrir au fur et à mesure des vidéos les possibilités pour créer de nouveaux endpoints dans nos API minimales. On continue dans la prochaine vidéo. Alors, dans la vidéo précédente, on a vu comment créer notre tout premier endpoint d'API en utilisant le verbe get sur l'URL /hello qui va renvoyer le texte hello world. Mais quand on a parlé des verbes à HTTP durant l'introduction de ce cours, on n'a pas parlé que du verbe get, on a parlé également de post, de put, de patch et de delete, qui sont des autres verbes HTTP manifestant d'autres intentions. Alors, est-ce que cela veut dire que les Minimal API ne permettent de faire que du get ? Bien sûr que non. En utilisant map quelque chose, on trouvera également le map delete, le map post, et le map put. Finalement, pour ceux qui préfèrent utiliser patch pour l'update au lieu du put, vous pouvez utiliser map patch. Alors, si vous souhaitez utiliser un verbe HTTP qui vous est propre et qui n'appartient pas à la catégorie des méthodes map quelque chose, par exemple, il y a un verbe HTTP qui s'appelle options et on n'a pas de map options comme ceci. On peut toujours utiliser le map méthode comme ceci en spécifiant en deuxième paramètre de cette méthode quelles sont les méthodes HTTP à laquelle ce pattern doit répondre. Et là, on peut mettre ce qu'on veut étant donné qu'il s'agit de chaînes de caractères. Map méthode nous permet également de faire une route qui réagit de la même façon indépendamment du verbe HTTP, chose que je ne vous recommande pas plus que ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire pour chaque verbe une URL et on va mettre hello suivi du verbe. Donc je fais ça rapidement. Donc ici, j'ai mappé chacun des verbes HTTP à une route bien précise, ce qui veut simplement dire que je vais avoir à chaque retour d'appel de ces méthodes-là, la réponse hello suivie du verbe HTTP que j'ai mis ici en chaîne de caractères. Alors, spécificité, eh bien, si j'exécute mon API comme ceci, je ne vais pas pouvoir accéder au delete, post, put et patch. Donc ici, si par exemple je fais /get, j'ai bien hello get. Par contre, si je fais /post, j'ai une 405. Alors 405, comme on l'a dit en introduction, c'est une erreur de la classe
400, ce qui veut dire que c'est un problème de requête. Et 405 plus particulièrement veut dire qu'on n'a pas utilisé un verbe HTTP autorisé pour cette URL. Donc comme je vous disais, si on souhaite faire en sorte que une URL en particulier supporte plusieurs verbes, on va utiliser plutôt dans ce cas-là map methods comme ceci. Donc je vais l'appeler methods, et là je vais pouvoir lui donner une collection de ce que j'autorise, donc par exemple sous forme d'un tableau, et donc je vais autoriser get et post, et je vais renvoyer hello methods comme ceci. Donc en fait le map methods me permet de spécifier plusieurs verbes HTTP, donc si je relance mon API, et que je vais sur slash methods, j'ai bien hello methods car le get est supporté. Mais vous allez me dire, ok, mais ça ne répond pas à mon problème, parce qu'en fait, le navigateur me permet de faire du get quand je tape une URL, mais comment moi est-ce que je peux faire du post, du delete, du put ou du patch? Eh bien pour cela, on va utiliser un outil bien pratique qui s'appelle Postman. Donc je vais ouvrir Postman, donc je vous invite à installer l'outil Postman si vous ne l'avez pas sur votre poste, et donc Postman se présente comme ceci, c'est-à-dire que nous avons un environnement de travail et on va pouvoir, grâce au bouton plus qui est là, créer de nouvelles requêtes. Donc ici, on va commencer à retrouver certaines choses qui peuvent être un peu plus familières, notamment une liste déroulante qui reprend tous les verbes HTTP gérés par Postman, et comme vous le voyez, on retrouve get, post, put, patch et delete, mais on a également copy, add, options et ainsi de suite qui sont d'autres verbes gérés par le protocole HTTP. De façon générale, dans vos API, vous allez utiliser les 5 premiers qui sont ici. Les suivants ne sont pas utilisés directement dans vos API. Vous avez la possibilité, si vous avez envie de le faire, mais de façon générale, on n'utilisera pas des verbes aussi exotiques, on restera sur du grand classique. Donc ici, si je fais get, et que donc je vais reprendre l'URL de mon application, alors là, étant donné qu'elle ne l'est pas lancée, je ne connais pas l'URL par cœur, je peux trouver l'URL en allant dans le fichier launchsettings.json, et donc je vais retrouver ici les URL, donc celle-ci en particulier, la 50192, donc je peux aller la copier. On remarquera également que si je veux, je peux également aller la changer ici si j'ai envie. Donc je vais la copier. Et donc ici, si je fais get par exemple, bien sûr, il faut que j'exécute mon API avec Visual Studio pour qu'elle fonctionne, donc le navigateur, je m'en fiche un peu pour l'instant. Si je fais send, vous voyez, j'ai une erreur ici qui me dit impossible de vérifier le certificat. Donc je peux cliquer sur désactiver la vérification SSL, qui est forcément nécessaire dans mon cas, parce que comme on l'a vu au début, il est nécessaire d'installer un certificat SSL sur la machine qui n'est pas reconnu de façon officielle parce qu'il n'est pas signé par une entité officielle. Donc je vais cliquer sur Disable et dans ce cas-là, on voit que ma requête fonctionne bien. J'ai donc bien ici le hello get, donc le retour dans le corps du retour qui est là, et on voit ici les informations, ça a pris 79 millisecondes. Donc je pense que vous vous doutez de la suite. Je peux également faire un post, et là je vais avoir hello post. Je peux également faire ainsi de suite, n'importe quel verbe, et il faudra à chaque fois que j'utilise le bon verbe par rapport à la bonne URL. Si ici je fais un post sur put, donc que je change de verbe et que je ne tape pas sur la bonne URL, j'ai 405 qui est donc méthode not allowed car je n'ai pas autorisé sur put de gérer le post. Et dans le cas de ma méthode un peu particulière, on a vu qu'elle marchait en get dans le navigateur. Si je fais un post, j'ai également hello methods qui est là, donc cela fonctionne pareil. Je vous invite également à surveiller le temps de réponse là qui est de 10 millisecondes. Comme vous le voyez, on tourne toujours dans ces zones-là entre 8 et 12 millisecondes, ce qui est donc extrêmement rapide. Grâce au Minimal API, on peut directement faire un mapping entre un endpoint et un verbe et une route, et il n'y a pas besoin de faire un ensemble de choses très compliquées qu'on avait avant avec des contrôleurs, ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui des temps de réponse qui sont exceptionnellement rapides. Alors avec les contrôleurs, on peut s'approcher d'un temps de réponse qui est pas loin de ça en fonction de la machine, d'un système de cache, ainsi de suite, mais là, de base, sans faire aucune manipulation particulière, on a quand même des réponses qui sont vachement rapides. Donc on a vu dans cette vidéo comment est-ce qu'on pouvait créer des endpoints pour d'autres verbes que le verbe get, donc get, delete, post, put et patch, et comment on pouvait également mapper un endpoint, donc slash méthode, à plusieurs verbes HTTP, donc ici en l'occurrence get et post, pour faire un retour. J'espère que vous avez déjà suivi jusque-là, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir en arrière, il faut que cela soit clair avant de poursuivre, et on a quand même là, on va dire, un petit problème, c'est qu'on ne renvoie que des chaînes de caractères. On va être totalement transparent et franc, il est très rare que des API
fasse uniquement renvoyer des chaînes de caractères. Généralement, on va commencer à faire des objets. Alors, je vois également d'autres qui ont peut-être un peu plus d'expérience arriver sur le sujet en disant oui, mais le problème c'est qu'avec les Minimal API, on va se retrouver avec énormément de code dans le programme.cs pour gérer tous nos endpoints et on n'en aura pas après. Je tiens de suite à vous dire qu'il ne faut pas vous inquiéter. Dans un module plus loin dans la formation, je vais vous expliquer comment mieux organiser votre code pour conserver le fonctionnement des Minimal API tout en gardant une structure et une organisation de code qui est clean. Donc là, maintenant, je vais travailler que dans le programme.cs, je traiterai ces problèmes d'organisation dans une vidéo plus loin, mais ce qu'on va voir c'est, en vrai, quand on fait des API, on va notamment gérer des objets à la fois en entrée et à la fois en sortie. Et ces objets, comment est-ce qu'on fait pour les récupérer, comment est-ce qu'on fait pour les créer, les renvoyer, faire en sorte qu'ils soient transformés en JSON et tout ça, je vous propose qu'on voit ça ensemble dans la prochaine vidéo. Alors, comme on le disait à la fin de la vidéo précédente, généralement quand on fait une API, on ne renvoie pas que du texte, mais on va également renvoyer des objets métiers qui seront de fait sérialisés dans le langage qu'on a choisi. Ici, par défaut, ce sera du JSON. Donc, je vais commencer tout d'abord par créer une nouvelle classe qui va me permettre d'héberger les informations de mon objet. Je vais donc la créer article. Je vais utiliser une nouveauté de C# 9 qui sont les records, qui me permettra en fait de faire rapidement une classe. Donc un article a un ID et un titre. Donc ici j'ai un record de type article et je peux très bien ici sur un map_get récupérer un article. Par exemple si je fais /article, je veux récupérer un nouvel article. L'ID est égal à 1 et je renvoie donc un marteau. On le voit, je n'ai aucune erreur de compilation. Je peux donc exécuter mon API. Si je vais dans Postman, parce que je ne vais plus travailler avec le navigateur, parce que on a plus de détails dans Postman, que je fais un get sur article, on le voit, je récupère donc un article ici sérialisé en JSON avec une réponse OK en 92 millisecondes. Donc en fait, l'article que j'ai donné en tant que résultat a été automatiquement sérialisé en JSON. On remarquera quelques petites différences. Par exemple, ici, j'ai le nom des propriétés de mon article. On le voit, j'ai ID tout en minuscule et title tout en minuscule. Si je vais voir pourtant la définition dans mon record, j'ai le nom de la propriété avec une majuscule. Pourquoi cela? Eh bien simplement parce que le serializer JSON fourni de base dans le framework prend le parti d'utiliser la convention de base en JSON, à savoir de tout mettre en minuscule. Alors, par contre, on a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que là, on peut maintenant retourner des informations depuis un endpoint. Donc ça c'est cool et on va s'en servir très souvent pour retourner des objets. C'est même d'ailleurs la chose qu'on fera le plus souvent quand on fait des API, c'est retourner de l'information en lecture avec des objets. Mais on remarquera une chose ici, si je retourne sur Postman, j'ai un code 200 OK. Bon, ça me va bien parce qu'ici, en l'occurrence, j'ai un 200. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est, au lieu d'avoir article comme ceci dans l'URL, j'aimerais bien faire article avec un S et 1 pour dire je veux aller chercher dans les articles et récupérer l'article numéro 1. Donc si j'exécute cette URL-là, j'ai une 404 non trouvée. Donc déjà, il y a des gestions par défaut dans les Minimal API en .NET qui font que si une URL n'existe pas, j'ai un code de retour 404. Les codes de retour, souvenez-vous, c'était ce qui permet d'indiquer le résultat de ma requête. Il y en a certains qui sont gérés par défaut, et comme par exemple le 404 ici pour une URL qui n'existe pas, ou la 405 si j'utilise un verbe qui n'est pas approprié sur une route existante. On verra un peu plus tard dans ce cours comment est-ce qu'on peut personnaliser les codes de réponse, mais là ce qui m'intéresserait moi c'est d'avoir la possibilité d'aller chercher l'article 1. Donc je pourrais très bien faire comme ceci, article 1 et renvoyer l'article 1. Donc je vais redémarrer mon API pour cela. Alors ici, moi à chaque fois, j'ai le navigateur qui se lance, et vu que maintenant j'utilise Postman, je n'ai plus besoin du navigateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Properties, dans le launchSettings.json, et je vais supprimer Launch Browser, qui dit en fait simplement lance le navigateur dès que tu démarres l'API, et comme ça me permet de démarrer l'API, et ça ne démarre pas de navigateur, et ça m'évite d'avoir à le mettre en petit. Donc si je retourne dans Postman, que j'envoie, pour l'article 1, j'ai bien l'article 1. Mais si j'envoie par exemple pour l'article 2, eh bien ici j'ai une erreur 404 not found. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que l'identifiant de l'article, qui serait donc passé ici à la place du 1 qui est là, soit récupéré dynamiquement et qu'on soit capable de renvoyer un article avec cet ID là. Donc ici,
il n'y aurait que l'article qui change parce que le titre resterait tout le temps marteau, mais j'aimerais bien rendre dynamique cette partie-là. Eh bien, c'est tout à fait possible, bien heureusement, grâce aux paramètres de route. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre article comme ceci pour avoir l'ancien endpoint, et je vais dupliquer la ligne. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est avoir article, ici, avoir l'ID, et qu'en gros, j'ai ici l'ID, donc c'est un entier, et que je puisse mettre l'ID ici. Si j'exécute cette API, que je vais dans Postman, que je fais send, j'ai toujours 404 not found. Et si je mets ID en toutes lettres et que j'envoie, j'ai cette fois-ci une 400 bad request. Donc 400 fait partie de la classe des erreurs 4, donc ici j'ai une requête qui est mal formée, et ASP.NET me dit, eh bien en fait, tu as un paramètre requis qui s'appelle ID qui n'a pas été fourni dans ta requête. Donc ici, si je fais par exemple ID égale 1 et que j'envoie, cette fois-ci ça marche. Et même, je vais essayer, je vais mettre ID égale 50, et cela fonctionne. Alors pourquoi ça fonctionne? Si je ne mets rien ici, j'ai une erreur parce qu'il me dit qu'en fait, lui, par défaut, il va aller chercher ID dans la query string. La query string, c'est justement ce qu'on a rajouté. Point d'interrogation, le nom de mon paramètre, égale sa valeur. Donc ici, en fait, ASP.NET est assez intelligent pour aller automatiquement chercher le nom du paramètre que j'ai mis ici, entre parenthèses, dans la query string, de telle sorte en fait que si je mets ID égale quelque chose, eh bien j'ai l'information. Alors on pourrait être tenté de dire, ok, dans ce cas-là, je fais article comme ceci avec un S, je redémarre, et ça me permet en fait de faire article, point d'interrogation, ID est égal à 50. Si j'envoie, cela fonctionne bien, j'ai bien l'ID 50, et je peux avoir n'importe quel ID, et donc j'ai la query string. Ça marche très bien, on le voit d'ailleurs ici dans Postman, le fait de taper quelque chose avec point d'interrogation, le nom est égal à la valeur, il me le rajoute automatiquement dans l'onglet params, donc je peux même aller modifier ici dans Postman, par exemple, vous voyez, au fur et à mesure que je tape ici, ça modifie la requête qu'il y a là. Donc vous avez plusieurs façons de faire la même opération avec Postman. Alors ça c'est bien, mais généralement les query strings c'est pas quelque chose qu'on utilise pour définir des choses aussi basiques qu'un ID. L'ID devrait faire partie de la route, on devrait avoir article/1. Et si je fais ça, j'ai rien qui marche. Donc en fait ce que j'aimerais bien c'est que le /ID qui vient ici, cette valeur qui a après le slash soit dans mon paramètre ID. Et bien pour ça, c'est pas très compliqué, il suffit d'encadrer le nom du paramètre avec des accolades. En fait, je vais dire simplement à ASP.NET, ici tu as une place dans laquelle je vais mettre une valeur, et cette valeur, je veux que tu la mettes dans le paramètre du même nom qui se trouve en paramètre de ma lambda qui suit. Donc, article / là tu vas avoir un paramètre qui s'appelle ID, et je veux le récupérer dans mon paramètre ID. On va réexécuter cela, et donc cette fois-ci, si je fais article /1, on peut le voir, j'ai bien l'ID 1 ici, et donc si je mets d'ailleurs 50, eh bien j'ai 50. Donc ça me permet d'aller extraire de l'information depuis ce qu'on appelle la route, donc le pattern qui est ici, c'est pour ça que map-get s'appelle pattern, parce que je peux définir dans ce pattern des valeurs dynamiques qui vont me permettre de dire à cet endroit-là, il y aura tel paramètre, prends la valeur qu'il y a dedans et mets-la dans mon paramètre. Alors par défaut, tout ce qu'il y a dans la route, c'est de la chaîne de caractères. Ici, depuis les dernières versions d'ASP.NET, il est assez intelligent pour convertir cette valeur-là en entier. Cela veut dire également que si par exemple dans Postman, ici je mets ABC et que j'envoie, vous voyez j'ai une erreur, impossible de binder le paramètre ID à ABC car il n'y a pas de conversion possible entre ABC et un entier. Donc j'ai une espèce de vérification automatique qui me permet de m'assurer que le paramètre va bien rentrer dans un entier. Ça c'est assez nouveau parce qu'avant il était nécessaire de spécifier les contraintes de route. En effet, en ASP.NET on peut donner des contraintes de route. Pour vous montrer ça en pratique, je vais ouvrir le navigateur et je vais taper contraintes de route ASP.NET. On va arriver ici sur la documentation de Microsoft, routage dans ASP.NET Core. Si je clique dessus, je vais avoir ici les contraintes d'itinéraire dans la partie droite. Et en fait, comme vous le voyez, on va reprendre une syntaxe qu'on connaît déjà, c'est-à-dire qu'on va encadrer d'accolade le nom du paramètre. Mais à côté du nom, on peut mettre 2 points la contrainte. Ici, par exemple, je veux que ID soit un entier, donc je peux faire ID 2 points et utiliser le mot-clé int pour dire c'est forcément un entier.
depuis la version 7 d'ASP.NET qu'on utilise maintenant, il n'y a plus besoin de mettre cette contrainte parce qu'en fait, elle est implicitement déduite de par le paramètre qui est passé ici à notre lambda, mais on pourrait être totalement explicite et le spécifier que ID est forcément un int. Et en fait, si j'envoie 50 comme ceci, eh bien vous voyez, j'ai une 200 OK. Par contre, je vais avoir une différence par rapport à avant, c'est si j'envoie ABC, je n'ai plus une bad request, j'ai une 404 not found, parce que j'ai défini une route avec une contrainte en disant que je n'accepte sur cette route que des paramètres qui sont de type entier. Donc si tu as un paramètre qui n'est pas de type entier, c'est que ce n'est pas la route que j'attends. Par exemple, ça me permettrait de faire ici une autre route avec title, comme ceci, donc string title. Donc là, je renvoie forcément, on va dire, un article avec un identifiant fixe qui est 99999. Et donc ici, je vais avoir title. Donc j'aurai deux routes qui vont fonctionner en parallèle. Et comme on le voit, ABC, qui est donc une chaîne de caractères, la version par défaut, va aller sur la route avec l'ID 999. Et si je donne ici 50, eh bien cette fois-ci, ça va sur la route avec l'entier. Donc ASP.NET est assez intelligent pour rerouter par rapport à certaines informations. Alors même s'il est capable de le faire, je vous recommande quand même d'éviter ce genre de choses où est-ce qu'il pourrait y avoir une confusion parce que j'appelle la même route. Si c'est un entier, dans ce cas-là, c'est telle route. Si c'est une chaîne de caractères, c'est telle route. Utilisez les contraintes pour vous assurer que sur l'appel de la route, vous ayez bien le type d'élément que vous voulez, même si maintenant c'est plus obligatoire, on pourrait avoir une bad request, mais vous pouvez rajouter des contraintes justement pour forcer cela et éviter de mixer les routes comme je l'ai fait ici, même si ça fonctionne, c'est pas très pratique pour les consommateurs de l'API. Et donc ici, on a beaucoup de possibilités de contraintes sur les paramètres de route, donc comme vous le voyez en fait, le tableau est assez rempli, on a chaque fois des exemples à côté. Et vous pouvez vraiment faire, on va dire, ce que vous voulez pour avoir le contrôle sur la façon dont la route doit réagir. Donc on a vu dans cette vidéo comment on peut retourner un objet depuis ASP.NET. Donc c'est aussi simple que retourner une chaîne de caractères. ASP.NET va se charger tout seul de le sérialiser en JSON. Mais on a vu également comment rendre paramétrables les URL pour aller extraire de l'information de ces URL afin de permettre de les considérer et de les avoir en paramètres de lambda pour pouvoir travailler avec. Maintenant que l'on sait comment avoir des paramètres de route et comment récupérer ces paramètres dans nos lambdas pour faire un traitement, ce que nous allons faire, c'est qu'on va créer une liste d'articles. Donc ici, je vais créer par exemple une liste qui est une nouvelle liste d'articles. Et dedans, je vais mettre, allez, on va dire 2 articles. Donc là, j'ai ma liste d'articles. Et ce que j'aimerais bien, c'est que quand je demande un article par rapport à son identifiant, ça fasse une recherche dans la liste. Donc ce qu'on peut faire, parce que là, nous n'avons que des lambdas qui ne font qu'une seule instruction, c'est rajouter des accolades afin de pouvoir faire un return, comme ceci. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire est-ce que mon article existe dans la liste? Donc je vais faire un find de mon article dans la liste. Si l'article n'est pas nul, dans ce cas-là, je renvoie mon article que j'ai trouvé depuis ma liste. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si l'article n'est pas trouvé, la philosophie REST nous dit d'utiliser les codes HTTP à notre disposition pour que le retour transmette l'information comme quoi l'information n'a pas été trouvée. Donc si on décide de respecter cette philosophie, ce que nous allons faire, il faut renvoyer le code HTTP 404. Le problème, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas vu comment renvoyer des codes HTTP, tout simplement parce que chacune de nos instructions return renvoyait systématiquement OK avec le contenu qu'on avait dedans. Et pour les codes d'erreur, 404, 405, 400 qu'on a vu, eh bien c'est le framework qui le fait à notre place. Donc nous, on ne sait pas encore comment faire le retour d'un code HTTP en particulier. Eh bien en fait, c'est vraiment très simple de pouvoir faire ça en ASP.NET. Pour les Minimal API, nous avons une classe qui s'appelle Results, qui contient un ensemble de méthodes statiques nous permettant de retourner le code HTTP que l'on souhaite. Ici, par exemple, j'ai envie de dire si l'article est nul, dans ce cas-là, je renvoie 404 not found. Donc sur la classe Results qui est ici, on peut le voir, j'ai un ensemble de méthodes statiques qui va renvoyer un
iResult et qui peut éventuellement, selon la méthode qu'on choisit, prendre une valeur en retour. Donc moi ici, ce qui m'intéresse, ça va être notFound. On voit que je peux renvoyer un objet en termes de valeur ou avoir la version générique avec une valeur qui est plus performante que la version qui n'utilise pas object car nous n'avons pas de boxing. Donc ici, cela va m'envoyer un iResult. Donc je peux faire result.notFound. Le problème, c'est que je dois faire return de result.notFound. Et ça fonctionne. Mais j'ai maintenant un problème. Parce que si je retourne d'une part result.notFound de type iResult et d'autre part un article ici, eh bien la lambda ne sait pas quel est le type de retour que je vais avoir, car en effet, d'un côté je renvoie un iResult, de l'autre je renvoie un article. Donc il faut que je sois cohérent sur le type de retour. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire un return result de OK et entre parenthèses de l'article. Comme ça, si j'arrive sur cet endpoint avec un ID d'un article qui existe, si l'article existe bien, je renvoie OK avec l'article en JSON. Car en effet, OK qui est ici va prendre l'objet en paramètre et le sérialiser en JSON. Si par contre je fournis un identifiant qui n'existe pas, je vais récupérer notFound. Testons cela sans plus attendre. Donc je me rends dans Postman. Donc ici, ce que je vais faire, je vais tester avec l'article 1. Si je renvoie l'article 1, j'ai bien l'article 1 qui est marteau. Si je teste avec l'article 2, j'ai bien l'article 2 qui est si. Et si je teste avec l'article 3, j'ai 404 notFound et je n'ai pas de réponse ici. Alors bien sûr, on a vu qu'avec 404 notFound, je peux passer une valeur, comme par exemple article non trouvé, un message d'erreur, mais en fait, en reste, le code HTTP suffit à lui-même. Le fait d'avoir un code de retour 404 indique que l'article n'a pas été trouvé. Je n'ai pas besoin de mettre de retour dans mon objet en disant article non trouvé, vu que c'est le code HTTP qui véhicule déjà cette information. Donc, je suis en capacité de répondre des codes de HTTP différents selon les cas dans mon algorithme. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est faire un petit tour sur la classe Results, comme ceci, de voir un petit peu tous ceux qui pourraient y avoir, qui pourraient être assez intéressants. Et en fait, à chaque fois, vous allez avoir ici le code HTTP. Donc, par exemple, si je remets ici accepted, vous voyez, j'ai un code 202. Donc l'idée, ça va être de profiter de tous les codes de retour qui existent de base pour faire des différences entre les types de retour et les types d'erreurs que je pourrais rencontrer. Il faut savoir, pour que ce soit la classe 200, 300, 400 ou 500, tous les codes HTTP de 500 à 599 ne sont pas tous utilisés. Vous pouvez définir vos propres codes HTTP pour des erreurs ou des cas qui vous sont propres. Pour cela, vous pouvez utiliser status code et comme vous le voyez ici, je peux renvoyer un code de statut qui m'est totalement propre. Il y a une petite différence par rapport à la version avec les contrôleurs au jour d'aujourd'hui, c'est que quand je renvoie un statut code qui m'est propre, avec le code que j'ai envie, par exemple 599, eh bien je ne peux pas retourner ici d'objets complémentaires pour rajouter de l'information. Je ne peux renvoyer qu'un code de statut. C'est un petit peu une limitation par rapport à ce qui pourrait exister pour les contrôleurs. Alors la seule contrainte que je dois respecter, c'est que le code est dans les centaines, je ne peux pas dépasser 1000. Donc ici par exemple, je peux faire, on va dire, ce que je veux dans les classes qui me sont propres. En théorie, je devrais pouvoir faire un retour d'une classe qui n'existe pas, mais c'est vraiment pas recommandé. Je vais essayer ici avec Postman. Vous voyez, j'ai un 777 parce que je suis inférieur à 1000, mais je vous recommande vraiment pas de sortir des classes par défaut. Vous avez assez de choix dans les 500 et les 400 de codes qui ne sont pas déjà réservés ou utilisés pour créer vos propres codes de retour. Normalement, ça devrait être plus que suffisant et on verra plus tard dans ce cours comment vous pouvez faire vos propres codes de résultats si avec un corps, parce que comme on l'a vu ici, si je fournis un statut code particulier, je n'ai pas de retour. Donc on verra plus tard dans ce cours, parce que c'est un peu plus avancé comme notion, comment je peux mettre un code de retour qui m'est propre avec un contenu dans la réponse si besoin, en ayant ma propre façon de faire des résultats. Mais pour l'heure, la seule chose qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous avez la possibilité, avec la classe Results, de renvoyer un code HTTP standard qui va permettre de véhiculer d'une part le code et d'autre part une éventuelle information supplémentaire pour ceux qui le permettent, comme OK et notFound dans le cas présent, statut code ne le permet pas, et ça va vous permettre de véhiculer à la fois de l'information et à la fois ce qu'il s'est passé grâce au code HTTP.
Avant d'aller un petit peu plus loin sur la gestion de ce qu'on va appeler les services, parce qu'en effet ici nous avons la récupération des articles dans une liste qui se trouve dans notre programme.cs, et en vrai vous allez vouloir récupérer ces articles, dans le cas présent, depuis un fichier, une base de données, une autre API, eh bien, on va d'abord commencer par étudier un peu plus en profondeur la façon dont on peut récupérer les paramètres depuis la route et depuis l'URL. Car en effet, là aujourd'hui, on a décidé de récupérer les paramètres depuis la route, mais on a vu quand on a fait cette vidéo qu'il y avait aussi moyen de les récupérer depuis la query string, donc ce qui se passe après le point d'interrogation. ASP.NET est assez futé pour aller trouver l'information là où elle se trouve. En fait, imaginons qu'on va créer ici un nouveau endpoint pour travailler, que je vais appeler par exemple /personne, et je vais mettre ici donc le nom. Mais dans ma lambda, j'ai d'une part le nom et d'autre part le prénom. Et donc ce que je vais faire un result.ok de nom suivi de prénom avec l'interpolation en chaîne de caractères. Donc en fait, si j'exécute cette API, ici, vu que j'ai le nom qui fait partie de la route, qui est récupéré là, et le prénom qui n'est défini nulle part, ASP.NET va être assez futé pour se dire, ok, je sais que le nom vient de la route et le prénom doit venir d'ailleurs. Donc, je vais créer un nouvel onglet pour ne pas écraser ce qu'on a fait sur les articles. Si ici, je fais personne, alors je ne sais plus comment je l'avais écrit en français, et que par exemple je mets mon nom à moi et que je fais envoyer, et bien ici j'ai une erreur. Le paramètre requis prénom n'a pas été fourni dans la query string. Alors je peux très bien rendre ce paramètre tout à fait optionnel. Pour ça, je vais utiliser la syntaxe nullable de C# 8 où je rajoute un point d'interrogation après le type, indiquant ainsi à ASP.NET, là tu as un paramètre mais il n'est pas obligatoire, donc s'il n'est pas fourni, ignore-le simplement et ne fais pas d'erreur. Si je réexécute exactement la même requête, cette fois-ci ça marche. Je n'ai bien sûr pas le prénom qui devrait être fourni ici, parce que je n'ai pas passé l'information, mais ça fonctionne. Et je peux également donner ici le prénom qui est égal à Christophe, et si j'exécute cette fois-ci, tout fonctionne bien. Donc, grâce à cette notion de nullable sur les paramètres, je peux dire si oui ou non c'est obligatoire. Il faut savoir que ça marche également pour la route, donc je pourrais très bien avoir ici un string non comme ceci, et dans ce cas-là, je vais rajouter également le point d'interrogation dans la route ici, pour dire est-ce que c'est obligatoire. Donc là, j'ai tout spécifié, ça marche. Si j'enlève le prénom, ça marche, et si j'enlève le nom, eh bien j'ai une chaîne vide, car les deux paramètres sont totalement optionnels. Parfait. Maintenant, on a vu que ASP.NET est assez intelligent pour savoir d'où vient l'information et arriver à retrouver ses petits. Par contre, il est tout à fait possible, d'une part, de lui spécifier d'où ça vient et d'autre part, de lui spécifier comment ça vient. Par exemple, imaginons que je souhaite utiliser ici une variable qui s'appelle nom personne et ici prénom personne. Donc, bien évidemment, il faut que je fasse le changement dans mon interpolation, comme ceci, mais il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, ici, alors je vais rendre le nom obligatoire pour que ce soit moins avec des choses qu'on a déjà vues. Parce qu'en fait, ici, le nom de mon paramètre s'appelle nom personne, et dans la route, j'ai défini nom. Donc, si j'exécute cette API, que je retourne dans Postman, et que j'essaye de passer juste le nom comme ceci, j'ai une erreur. Le paramètre requis non personne n'a pas été fourni depuis la query string. Pourtant, j'ai bien passé le nom ici. En fait, la raison de cette erreur est assez simple. Si je retourne dans Visual Studio, c'est simplement que ASP.NET n'arrive pas à faire le lien entre ce paramètre et ce qu'il y a ici dans l'URL. Donc, je peux faire soit m'assurer d'avoir exactement une parité entre ce que j'ai défini dans l'URL et le nom de mes paramètres, ou si je veux avoir des noms de paramètres qui sont un peu plus personnalisés, je vais pouvoir utiliser des attributs sur mes paramètres de lambda. Effectivement, c'est encore une des dernières nouveautés du langage C# qui nous permet d'avoir ce comportement. Ici, je vais pouvoir rajouter l'attribut fromRoot sur mon paramètre. Donc ce fromRoot qui est là nécessite le using de Microsoft ASP.NET Core MVC, donc qui a été ajouté ici en haut de mon fichier programme.cs, mais je peux très bien en faire également un using global pour nettoyer mon fichier si besoin. Et en fait, dans le fromRoot, ici, je peux spécifier le nom.
le nom de ce qu'il y aurait dans ma route. Donc je peux faire name est égal à nom comme ceci pour dire en fait ce paramètre là il a son petit nom qui lui est propre mais dans la route il s'appellera nom. Et si je fais ça et donc je réexécute mon API Postman, comme vous le voyez cette fois-ci ça marche. Alors quand doit-on utiliser l'attribut fromRoute et quand ne doit-on pas l'utiliser? Ici, on a un cas d'exemple où est-ce qu'on va l'utiliser parce qu'on a choisi un nom différent entre le nom du paramètre dans la route et le nom du paramètre dans notre lambda. De façon générale, les développeurs aiment bien garder la parité et vont donc donner un nom, on va dire, cohérent en termes de paramètres de route. Il n'y a pas vraiment d'importance. Par contre, pour le paramètre ici, prénom personne, j'aurais bien aimé que ce soit prénom. Dans ce cas-là, je vais également utiliser l'attribut fromQuery. Et je vais également pouvoir spécifier le nom. Là, c'est un peu plus judicieux de le faire, parce qu'en fait, vu que cette partie-là vient après le point d'exclamation, eh bien, ça va me permettre de fournir le prénom comme ceci, en donnant en fait un nom de paramètre dans la query qui est un peu plus cohérent que juste celui de mon paramètre de méthode. Dernièrement, je pense qu'il est utile, même si on choisit de garder une parité du nom entre ce qu'il y a dans la route et le nom du paramètre, ou ce qu'il y a dans la query string et le nom du paramètre, je vous recommande de le laisser systématiquement à des fins de performance. Tout simplement parce qu'en fait, si ASP.NET doit deviner, il va faire des recherches à plusieurs endroits pour essayer de deviner où se trouve vraiment le paramètre qu'il cherche. Donc il va chercher dans la route, il trouve rien dans la route, il va chercher dans les query strings, il trouve rien dans les query strings, il va aller chercher ailleurs. Et en fait, cette recherche à plusieurs endroits va être coûteuse. Si vous lui dites dès le début, ça tu vas le trouver à tel endroit et ça à tel endroit, eh bien il sera beaucoup plus performant pour aller extraire les informations, on s'en doute. Alors, il y a d'autres façons d'obtenir de l'information. On a par exemple également le from body qui permet de récupérer un objet en body, ça on le verra dans la prochaine vidéo quand on fera la partie body, mais là par exemple on pourrait également avoir le from header, et donc ici je vais pouvoir également rajouter par exemple le accept encoding. Donc ça c'est un header qui est fourni par défaut par Postman. Si ici je vais dans les headers qui sont là, en fait vous voyez j'en ai 6, alors je vais mettre ça en un peu plus petit, j'en ai 6 mais ils sont cachés, et en cliquant ici vous voyez j'ai accept-encoding. Donc je vais copier la paramètre de ce accept encoding, donc la valeur c'est gzip, deflate et br. Donc ici je peux mettre from header et spécifier également le nom comme ceci, accept encoding, et donc je peux même mettre encoding ici par exemple. Et je vais le rajouter directement dans mon résultat pour qu'on puisse le récupérer. Je vais exécuter mon API, et si cette fois-ci j'exécute l'endpoint, eh bien là j'ai nom personne n'est pas un paramètre de route, car en effet je n'ai pas renommé ça comme ça et ça comme ça, j'aurais dû le faire, donc je vais faire de suite. Et bien sûr le changement doit être fait également dans le contenu. Donc cette fois-ci, c'est la bonne. Donc vous voyez, j'ai le nom issu de la route, le prénom issu de la query string, et ça issu des headers. Alors les headers, en fait, c'est quelque chose qu'on va envoyer avec sa requête HTTP vers le serveur qui va stocker en fait une notion de clé valeur. Il y a des headers qui sont prévus par défaut, comme le content type, accept encoding et ainsi de suite, mais vous pouvez totalement mettre ce que vous voulez dans les headers. Par exemple, ici, je peux mettre ma valeur, enfin plutôt ma clé avec ma valeur dans les headers, et c'est un header totalement personnalisé. Donc avec les headers, on va se servir de cette zone-là pour faire transiter de l'information au serveur par la requête, en évitant d'utiliser le corps de la requête, le body, qu'on verra dans la prochaine vidéo, ou en évitant d'utiliser l'URL ou toute autre sorte de mécanisme. Ici, on va envoyer, et encore une fois, il faut rester simple, on est sur clé valeur. Donc ça va vous permettre de transporter certaines informations comme des tokens d'identification ou comme des paramètres supplémentaires qui doivent être traités par votre API. Donc dans cette vidéo, on a vu comment est-ce que ASP.NET se débrouillait pour arriver à extraire les informations depuis le pattern de la route, soit par le biais de la route, de la query string, et on a également vu les headers et leurs notions et comment les récupérer côté ASP.NET. Continuons sur les paramètres qu'on peut recevoir en entrée pour une API en ASP.NET. Jusqu'à présent, nous avons vu beaucoup de possibilités concernant ces paramètres, mais nous n'avons pas vu encore la possibilité de récupérer un objet complexe directement depuis l'URL. Prenons un exemple. Ici, par exemple, je souhaite obtenir avec mapget/person
identité, par exemple, récupérer en paramètre une personne. Alors personne n'est pas un type que j'ai créé, donc je vais de ce pas aller rapidement créer le type personne, la classe. Donc ici, je vais créer une classe personne, et on va rester simple. Une personne, c'est un nom et un prénom. Jusque-là, ce n'est pas très compliqué. Donc ici, en mapget sur l'URL /personne/identité, je veux être capable de récupérer une personne, et ce que je vais faire, je vais utiliser la classe result pour renvoyer la personne sérialisée. Alors, ce qui va être intéressant, c'est, eh bien, là, j'ai du get, mais je veux récupérer un objet complexe. Déjà, observons le comportement d'ASP.NET quand j'exécute cette API. Donc ici, mon API fonctionne. Donc, si je crée sur l'URL /personne/identité, par exemple, et que je passe les informations comme ceci, genre personne est égal à le nom %20, le prénom. Alors %20, ça veut simplement dire espace en langage d'URL. Si je fais send comme ceci, on voit que j'ai une internal server error. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'en fait, ici, ASP.NET me dit que le body était attendu, a été déduit par rapport aux paramètres de ma lambda qui va répondre à cette URL. Mais ce qui est intéressant, c'est que la méthode n'autorise pas d'avoir un body. Pourquoi? Je suis en get. Et en get, bien que dans Postman ici on ait l'onglet body, le get ne gère pas le body. Donc en fait il me dit ici, en dessous tu as une liste de paramètres où tu as le paramètre P qui vient du body. Alors ici j'aurais même pu mettre P par exemple, comme ceci, et comme on le voit j'ai toujours la même erreur. Le paramètre qui est là match celui que j'ai récupéré ici. Donc le problème c'est que ASP.NET de base ne va pas être capable d'aller reconstruire tout seul un objet à partir d'une URL. Par contre, je peux clairement l'aider. Comment je peux faire ça? Eh bien en fait, première façon de le faire, je peux créer ici une méthode statique qui renvoie un booléen qui s'appelle tryparse. Cette méthode est bien connue en .NET. On a effectivement tryparse sur des classes comme int par exemple, quand on veut transformer une chaîne de caractères en entier. Ici, on va implémenter notre propre méthode tryparse directement dans la classe qu'on souhaite pouvoir transformer depuis une valeur d'URL en personne. Donc ici, Visual Studio me propose bien le résultat. La seule chose, c'est que vu que c'est un tryparse, le résultat en variable out, donc qui va être fourni en sortie d'appel de méthode, peut être nul. Donc le tryparse, c'est simple. On va faire un try-catch. Si je catch une exception, je fais un return false. Et avant, je mets personne est égal à nul. Car en effet, je n'ai pas réussi à parser la valeur. Sinon, je vais mettre return true ici. Donc, return true, je suis d'abord obligé d'affecter l'objet personne. Donc, on va faire ça relativement simplement. On va faire value.split avec un espace. Et nous allons mettre personne est égal à une nouvelle personne, le nom qui est égal à data 0 et le prénom qui est égal à data 1. Car en effet, split nous renvoie un tableau de chaîne de caractères, et donc de ce tableau, nous allons extraire en première position le nom et en seconde le prénom. Si cela se passe sans aucun problème, on renvoie vrai. Alors ici, on est très sécurisé dans le sens où on catch avec une exception qui n'est pas forcément très performant, surtout si c'est quelque chose qui peut échouer relativement souvent. Donc le mieux dans ce cas-là, c'est de tenter de voir si dans la valeur il y a bien un espace, juste 1, à l'aide d'une expression régulière ou de n'importe quelle autre façon, et dans ce cas-là, de faire le split que si l'espace existe, sinon envoyer false plutôt que de passer par le mécanisme d'exception qui est un peu plus lent. Donc, j'ai défini une méthode statique que j'ai appelée tryparse qui prend une chaîne de caractères en valeur et qui me permet d'envoyer une personne. Je vais donc mettre un point d'arrêt ici dans cette méthode tryparse. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ici dans le mapget de personne identité, je garde ma classe personne avec le nom de paramètre P. J'exécute mon API. Cette fois-ci, je retourne dans Postman et si je fais un envoi, j'arrive dans la méthode tryparse de ma classe personne. Alors, par quelle magie cela est-il possible? Eh bien, tout simplement parce que ASP.NET n'est pas capable de déduire tout seul comment transformer l'URL qu'il a reçue en classe personne. Donc, il a des conventions et une de ces conventions, c'est de vérifier s'il existe une méthode publique statique tryparse qui renvoie un booléen qui prend en paramètre une valeur et qui prend un deuxième paramètre de type out avec le type de classe.
Là, c'est bien le cas, donc je rentre dans cette méthode tryparse. Si je mets la souris sur value, je récupère la valeur de la query string, donc qui est passée après mon endpoint. Donc ici, je récupère value, ça ne me sert dans le cas présent qu'à gérer la query string, et donc mon algorithme va me permettre de récupérer effectivement une personne, renvoyer vrai, et donc si je retourne dans Postman, depuis une query string avec identité, ou est-ce que ici j'ai passé un objet complexe formaté dans un format qui m'est propre, donc en séparant le nom et le prénom par un espace, je récupère bien un objet. Alors moi ici j'ai fait le choix bien sûr de renvoyer l'objet directement en résultat de l'appel de la méthode d'API, mais vous pouvez très bien vous servir de cette technique afin d'exploiter l'objet dans votre code source pour en faire autre chose. Donc, grâce à cette technique, il est possible, depuis un paramètre d'URL, de récupérer un objet complexe dans la méthode get sans que cela passe forcément par le body d'une méthode post. Cette approche nous permet de gérer cela en get. Mais à vrai dire, que se passerait-il si en post, j'avais une problématique qui serait similaire? En effet, jusqu'à présent, nous avons vu qu'en post, on envoyait par le body du JSON. Et à cet effet, le JSON est désérialisé par ASP.NET afin de renseigner mon objet personne. Donc si ici, je ne mets pas de query string, je fais un body qui est de type raw avec du JSON, hop, et que je mets ce que j'ai reçu ici, je vais aller créer l'endpoint de ce pas. Donc je vais laisser tout comme c'était. Donc ici, je vais faire un app.mapPost exactement pareil. Je vais donc avant commenter le map.get qui est sur la même URL pour éviter des conflits. Donc si j'exécute mon API et que je décide d'exécuter un post sur personne identité, donc un post sur cette URL là, comme on le voit ici, j'ai une 200 OK parce que j'ai bien la personne qui a été envoyée. Elle a été envoyée en JSON. Ok. Maintenant, imaginons que j'ai le même problème qu'avec le get, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du JSON, je récupère du texte brut. Et ce texte brut, c'est simplement, on va dire, le même format que précédemment, c'est-à-dire le nom et le prénom séparés d'un espace. Si je fais un send comme ceci, vous voyez, j'ai du insupported media type. Ça veut simplement dire que de base, ASP.NET utilise le JSON en entrée comme en sortie. Et si je ne spécifie pas un fonctionnement autre, je vais avoir une erreur, il va me dire simplement que ce n'est pas supporté. Alors, est-ce que ça veut dire que je suis bloqué? Eh bien, non. Ici, avec ma classe, je peux également créer une autre méthode au sein de ma classe qui va me permettre de transformer ce que j'ai récupéré en entrée de requête vers le type que j'ai envie. Cette méthode un peu particulière s'appelle bindAsync et donc doit être asynchrone. Donc c'est une task qui va renvoyer le type dont on a besoin qu'on va appeler bindAsync. Elle possède deux paramètres. Le premier c'est le HTTP context qui est donc le contexte de ma requête HTTP et le second c'est le parameter info qui est donc une classe issue de la réflexion en C#, réflexion étant un sujet assez avancé permettant d'avoir des informations à l'exécution. Et donc là, ici, je vais récupérer les informations du paramètre que je n'ai pas besoin dans le cas de ma méthode et de ma démonstration ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un peu la même logique qu'ici. Donc je vais récupérer mon try-catch, je vais le décommenter. Donc depuis le contexte, il faut que j'aille lire le contenu du body. Donc pour ça, ici, je vais faire body est égal à context.request.body, sauf que body est un stream, donc on va faire un stream reader sur le body, et ici je vais donc faire un await.streamReader read to end async qui va donc me renvoyer sous forme de chaîne de caractères ce qu'il y avait dans le body. Et donc au lieu d'avoir value, je vais avoir body qui est ici, je vais donc avoir ici une personne que je vais retourner, et sinon je fais un return nul. Alors j'aurais pu faire le retour directement du nouvel objet sans passer par une variable intermédiaire, mais dans l'idée, comment cela fonctionne? Eh bien, ASP.NET va aller voir la méthode bindAsync sur mon objet en particulier pour voir si cet objet dispose de cette méthode permettant, avec la requête HTTP et le contexte HTTP de la requête, transformer ce qu'il y a dans la requête pour avoir une instance de celui-ci. Donc maintenant que j'ai fait cela, je vais réexécuter mon application. Et si cette fois-ci, j'exécute mon endpoint, on le voit ici, j'ai une erreur parce que bindAsync, effectivement, j'ai oublié de la mettre en statique. Cette méthode doit être également statique, car effectivement, il n'y a pas d'instance de la classe personne qui doit être générée pour ça. Et effectivement, elle revoit une value task et pas une task.
autant pour moi. Donc je vais réexécuter. Cette fois-ci, cela fonctionne bien. Donc comme déjà vous pouvez le voir, ASP.NET me fournit des messages d'erreur qui sont assez explicites. Donc il faut juste savoir qu'on a deux méthodes qui sont tryparse et bindAsync qu'on peut mettre dans nos modèles pour récupérer une certaine logique des éléments qui sont donnés dans la requête, soit par le biais de la query string, soit par le biais du body, afin de traiter des cas qui ne sont pas, on va dire, des cas normaux, d'usage normaux, et qui vont vous permettre de créer vos propres méthodes de gestion du body. Là, vous le voyez, ici, j'envoie du texte brut, qui de base n'est pas supporté par ASP.NET, mais vu que sur cette URL, c'est une instance de la classe personne qui est attendue, il va aller voir si la classe personne dispose d'une méthode bindAsync, et si c'est le cas, l'appeler avec le contexte HTTP, et là on a ici la transformation qui donc récupère mon texte brut et me recrée une personne. Donc deux méthodes, tryparse et bindAsync, qui vous permettent de gérer les paramètres complexes d'une façon totalement personnalisée si vous avez besoin de sortir des sentiers battus de ce qui est prévu de base en ASP.NET. Afin de conclure ce premier module sur les fondamentaux des API web en ASP.NET, nous allons voir la notion de service et comment ceux-ci peuvent être utilisés pour améliorer notre code. Précédemment, dans une vidéo avant, nous avions créé ici une liste d'articles et nous avions créé plusieurs méthodes permettant de gérer les articles, dont notamment la méthode permettant de chercher un article dans la liste. Ici, c'était relativement simple, car en effet, la liste qui était utilisée au sein de la lambda définie pour l'URL article selon un ID faisait directement partie de la méthode ici. Cependant, il y a fort à parier que dans vos applications ASP.NET, les éléments seront tirés d'une base de données ou d'un autre endroit et ne seront donc pas directement codés au sein de votre programme.cs. Et quand bien même nous allons utiliser ici, dans notre cas bien précis, une liste d'articles qui serait définie en mémoire, il est largement préférable qu'elle ne soit pas définie dans le programme.cs, d'une part parce que cela nuit à la lisibilité, et d'autre part parce que cela empêche de la récupérer et de la réutiliser autre part. Pour cela, nous allons utiliser ce qu'on appelle un service. En d'autres termes, nous allons faire en sorte que notre liste d'articles soit une classe à part, dynamiquement accessible depuis n'importe quel endroit dans notre application ASP.NET. Pour cela, nous allons commencer par créer une nouvelle classe que nous allons appeler par exemple article service. Cette classe va contenir notre liste d'articles. Je vais donc couper le code de la liste d'articles, la mettre ici, et en faire une variable privée de liste d'articles. Il s'agit donc ici d'un membre d'instance, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un nouvel article service sera créé en mémoire, la liste qui est ici sera recréée. Nous allons donc créer une méthode, étant donné que, vu que la liste est privée, elle n'est pas accessible depuis l'extérieur. Nous allons donc créer une méthode qui renvoie la liste des articles, on l'appellera getAll, et celle-ci va nous renvoyer la liste. Pour l'instant, c'est très simple. Et encore une fois, c'est pour vous montrer le b.a.-ba du fonctionnement des services. Maintenant, il va être nécessaire que la lambda de cet endpoint ait accès à cet article service. On pourrait être tenté de faire ceci, new article service.find. Et ensuite, appeler la méthode getAll. Cependant, eh bien, nous avons vu que la liste qui est ici est une liste qui est définie en mémoire avec deux articles. Imaginons maintenant que nous créons un nouvel endpoint pour pouvoir ajouter un article et que nous l'ajoutons dans la liste. Ce qui veut dire qu'il est donc possible d'ajouter un nouvel article. On va simplifier un peu cet endpoint. Nous allons spécifier uniquement le titre de l'article. Et donc ici, nous allons ajouter un nouvel article où le titre est fourni en paramètre de méthode et l'id est égal à la liste où nous allons récupérer l'id maximum et l'incrémenter de 1 afin d'avoir une suite logique et donc jouer le rôle de la base de données. Alors article a été défini comme un record, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de fournir ces informations-là directement dans le constructeur. Je ne peux donc pas utiliser l'initialisation simplifiée et donc en fait le code est comme suit. Donc nous avons une méthode add qui permet d'ajouter un article en nous fournissant uniquement son titre et qui donc va l'ajouter dans la liste. Cela veut simplement dire que si à chaque fois je crée une nouvelle instance qui est ici, dès que j'ajoute un nouvel article, ce dernier ne sera pas créé.
imaginons ici que j'ai map-get, comme ceci, donc sur article, qui permet donc de créer un nouvel article, que nous allons donc récupérer ici un article A, et que nous allons nous servir de cette nouvelle liste d'articles. Donc, je vais faire l'endpoint comme cela va bien. Nous allons nous servir de nouveau de cette nouvelle liste d'articles, et nous allons faire un add de a.title, l'id n'étant pas pertinent dans le cas présent, et nous allons faire un return created, car effectivement il est possible de faire created comme ceci, et nous allons faire un return de results.created, et comme vous voyez created demande une URI, donc moi pour l'instant je ne vais pas m'ennuyer, je vais faire simple, je vais faire simplement OK, et je vais simplement dire que ça s'est bien passé. Il est nécessaire ici idéalement de retourner l'article, donc on va le faire comme cela, je vais faire ici donc l'article qui est égal à cette nouvelle valeur, donc je vais ajouter cet article, et je vais retourner l'article, de telle sorte ici que nous allons avoir le résultat, et renvoyer le résultat pour que l'appelant puisse avoir l'identifiant de son article nouvellement créé. Ce sont des concepts que j'aborde ici très rapidement, mais qu'on verra plus en détail par la suite, quand on verra vraiment comment faire une API HTTP REST de A à Z. Donc, quand on crée un nouvel objet, d'ailleurs ici c'est map post, eh bien, il est nécessaire d'utiliser le service qui va bien pour créer l'objet dans la source de données dont on a besoin. Et lorsque la création a été faite correctement, on récupère l'objet qui a été créé. Et cet objet qui a été créé est retourné à l'appelant pour qu'il ait tout le détail de tous les champs qui auraient été générés par le serveur. Ici, on n'a que l'ID, mais il pourrait y avoir des champs qui sont générés selon des règles métiers un peu plus poussées. Donc, en ayant fait cet endpoint, je me retrouve avec un fonctionnement qui est assez intéressant. En effet, si j'exécute maintenant mon API, que je relance Postman, je vais donc pouvoir faire un post sur ma liste d'articles. Donc ici, je vais spécifier qu'il s'agit de JSON. Et donc, nous allons avoir ici le titre qui est égal à tournevis. Car en effet, si je regarde dans ma liste d'articles initiale, j'ai marteau et scie. Donc je vais mettre un point d'arrêt ici, pour vérifier que je passe bien dedans. Je retourne dans Postman, j'envoie ma requête. Donc je passe bien dans mon endpoint. Donc ici, on voit que le titre, c'est bien tournevis. Donc je l'ajoute dans ma liste, et j'ai donc dorénavant 3 articles, dont l'article avec l'identifiant numéro 3 est tournevis. Très bien. Donc si je duplique maintenant cette requête, et que j'en fais un get, et que je demande l'article numéro 3, je devrais, en théorie, avoir tournevis. Cependant, j'ai 404 not found. Et pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Car en effet, on a déplacé la gestion des articles dans un service, mais à chaque fois qu'on a besoin de ce service, nous en créons une nouvelle instance. Et cette nouvelle instance utilise une liste qui est un membre d'instance et sera donc réinitialisée à chaque nouvelle création. Cela n'est donc pas très performant. On pourrait assez simplement transformer cet article service en singleton de telle sorte que on s'assure qu'une instance est unique au sein de notre application en créant le pattern nous-mêmes à la main. Si cela vous intéresse, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous montre comment faire un singleton en C#. Mais en ASP.NET, nous avons ce qu'on appelle le système d'injection de dépendance. C'est-à-dire que dans nos endpoints, on peut avoir besoin d'une classe de service ou d'un élément en particulier, comme par exemple une connexion à une base de données. Au lieu d'avoir à gérer nous-mêmes la construction de cet objet et sa durée de vie, on peut se reposer sur ASP.NET pour dire « Je veux que tu gères la durée de vie de cet objet selon telle règle ». Là, ici, nous, on a besoin d'un singleton, donc on va dire à ASP.NET « Je veux que tu fasses en sorte que article service soit un singleton ». Et chaque fois que un de mes endpoints a besoin d'un article service, donne-lui l'instance de singleton que j'ai définie. On verra plus tard au fil de ce cours qu'il existe d'autres durées de vie et qu'on peut le gérer d'autres façons. Donc nous allons devoir enregistrer l'information pour que ASP.NET soit au courant que article service est un service utilisable par nos endpoints et est un singleton. Alors comment fait-on cela? Eh bien, souvenez-vous, quand on a créé notre API ASP.NET, nous avons commencé par faire ici un builder avec un createBuilder. Et nous avons de suite fait builder.build. Ensuite, nous avons enchaîné la création des différents endpoints. Cependant, entre la ligne 5 et la ligne 7, il est possible, sur l'objet builder, de faire d'autres choses que simplement le point build qui va donc créer l'application pouvant être exécutée. Et notamment, nous avons ici une collection de services
sous le nom de la propriété Services, qui est de type eService Collection. Dans ce eService Collection, nous allons pouvoir enregistrer nos propres services, tout comme les services fournis par des packages ou par Microsoft. Par exemple, ici, je n'ai rien fait de plus et Visual Studio me propose directement de faire un add MVC, c'est-à-dire de rajouter le support de MVC dans mon API. Ce n'est pas ce que je veux, mais comme vous le voyez, nous avons un ensemble de méthodes sur l'objet Services, et il y en a quand même beaucoup, nous allons en voir un certain nombre d'entre elles, qui permettent d'ajouter des services préconfigurés par ASP.NET. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être d'ajouter un singleton. Et le singleton, on peut l'ajouter de plusieurs façons. Nous avons ici la version générique qui nous permet de spécifier entre chevrons le type du service qu'on veut enregistrer en tant que singleton. Donc ici, je vais enregistrer mon article service comme ceci en tant que singleton. Donc vous voyez, en une ligne de code, j'ai dit à ASP.NET, enregistre-moi cette classe en tant que service et définis-la comme ayant une durée de vie d'un singleton. Un singleton, c'est très simple. Chaque fois qu'on demande l'article service, j'aurai la même instance. Maintenant, il faut que mes endpoints, notamment le map-get qui est ici et le map-post qui est là, puissent récupérer non pas un nouvel article service à l'aide du mot-clé new, mais le singleton que ASP.NET connaît. Alors comment est-ce qu'on peut réaliser cette opération? C'est très très simple, car en effet, on a déjà vu qu'on peut passer un ensemble de paramètres à nos endpoints et que ASP.NET est assez futé pour savoir d'où ces derniers viennent. Donc ici, je vais simplement lui dire qu'il me faut également un article service que je vais appeler service et que je vais utiliser ici. Je vais faire exactement pareil pour le post et l'utiliser bien sûr dans le contenu de ma lambda. Et donc ici, je n'ai plus le mot-clé new. Alors il faut savoir qu'il y a de fortes chances que quand vous créez une application ASP.NET, vous n'avez pas besoin d'utiliser le mot-clé new. Et si vous devez l'utiliser, c'est uniquement pour créer des modèles, donc comme ici, créer un nouvel article ou créer des éléments qui sont temporaires, comme par exemple un tableau ici, ou certaines choses qui n'ont pas l'utilité qu'aurait un service. Vous n'avez pas à utiliser le mot-clé new pour un service, et si vous vous trouvez à utiliser le mot-clé new pour un service, c'est peut-être qu'il y a une erreur dans votre code. Donc là, j'ai dit à ASP.NET, pour ces deux endpoints, j'ai également besoin de l'article service. Maintenant, exécutons notre application pour voir ce qu'il en est. Je retourne donc dans Postman. Je vais tout d'abord commencer par faire la création de mon article. Donc je passe toujours dans mon endpoint, ce qui veut dire que cela fonctionne bien. Donc ici, j'ai l'article numéro 3 tournevis qui a été créé. Reprenons le get sur l'article numéro 3. Et cette fois-ci, j'ai bien mon tournevis, car en effet, mon article service est un singleton qui est partagé par tous les endpoints. Alors si je relance mon application, la liste qui était ici en mémoire sera vidée et reviendra donc à son état initial et je devrais donc refaire les manipulations, mais en tout cas, je peux dorénavant utiliser l'article service pour gérer mes articles en mémoire. Donc, vous avez vu comment on peut enregistrer un service dans le conteneur d'injection de dépendance. On appelle ça le conteneur d'injection de dépendance, car en effet, nous enregistrons dedans des dépendances. Nos endpoints dépendent de ce service qui est passé en paramètre, et on appelle ça de l'injection, car la valeur du singleton va être injectée dans le paramètre de la lambda. Alors, on a vu dans ce cours qu'on pouvait également spécifier des from quelque chose pour certains paramètres afin que ASP.NET soit un peu plus performant. Et bien c'est également le cas pour les services. On peut rajouter le from services devant le nom du paramètre qui vient des services. Encore une fois, cela n'est pas nécessaire. Vous avez vu que ça fonctionnait très bien si je ne mettais pas le from services, mais cependant, ça peut être utile à plusieurs fins utiles, notamment par rapport aux performance, car ASP.NET ne va pas se poser la question est-ce que cet objet vient du body de la requête, est-ce qu'il vient des headers, est-ce qu'il vient de la query. Non, je sais qu'il vient des services. Grâce à l'attribut, je vais directement aller le chercher au bon endroit. Donc, vous avez vu dans cette vidéo comment utiliser le système d'injection de dépendance d'ASP.NET et utiliser ces dépendances au sein de vos endpoints. Vous avez normalement toutes les cartes en main pour pouvoir faire votre première API en autonomie. Je vous donne rendez-vous donc dans la prochaine vidéo où je vous montrerai l'énoncé du TP sur lequel vous serez en totale autonomie. Pas d'inquiétude, je vous montrerai bien sûr le corriger, mais c'est un petit exercice qui vous permet de pratiquer ce que vous avez appris en ASP.NET afin de voir si vous avez bien tout compris.
Nous voici arrivés au premier TP de ce cours et le but de ce TP va être pour vous de réaliser un exercice en totale autonomie et ce de A à Z. Avec tout ce qu'on a vu dans les vidéos du premier module, vous devriez être capable de faire ce TP. On va rester simple, bien sûr on verra par la suite comment l'améliorer, comment faire des choses beaucoup plus poussées, mais ce premier TP va vous faire implémenter une API minimale de gestion des tâches appelée plus communément une to-do list. Pour que vous puissiez voir de quoi je parle, je vous propose de faire une démonstration, sans vous montrer le code bien entendu, de ce qu'on va créer ensemble dans ce TP, et comme ça vous pourrez voir quelles sont les fonctionnalités attendues, donc je vous inviterai à prendre quelques notes. À la fin de la démonstration, vous pouvez arrêter la vidéo et commencer le TP par vous-même avec tout ce qu'on a vu précédemment, et si vous ne savez pas trop comment démarrer ou comment commencer ou que vous avez besoin de conseils, après la démonstration, j'ai encore une slide pour vous donner quelques indices, quelques conseils pour vous guider à la réalisation de ce TP. Sans plus attendre, je vous montre qu'est-ce que j'attends de ce TP. Donc comme je le disais dans la slide, le but de ce TP c'est de faire une to-do list simplifiée sous forme d'API minimale. Donc moi ici j'ai le projet avec la solution qui est une minimal API, comme on a fait durant tout ce module. Je vais l'exécuter et on va sans plus attendre voir qu'est-ce qui est attendu d'un point de vue fonctionnel. Donc là je suis dans Postman et pour le coup j'ai ici une collection de requêtes qui sont préconfigurées me permettant de travailler avec mon API. Vous pouvez utiliser cette collection de requêtes préconfigurées, la seule contrainte c'est d'avoir votre API qui tourne sur le port localhost 5555, donc 5555. Donc vous pouvez aller modifier ça dans le fichier properties. Si vous ne savez pas comment faire, je vous montre ça tout au début du corrigé, donc n'hésitez pas à aller voir si besoin pour réutiliser ces requêtes là. Sinon vous pouvez très bien aller modifier le port dans chacune des requêtes dès lors que vous faites les tests par rapport à votre développement. Pour importer une collection de requêtes dans Postman, j'ai mis en ressource de cette vidéo le fichier de requête, vous cliquez sur Import et vous allez sélectionner le fichier, donc ici vous allez cliquer sur Upload Files et vous allez sélectionner le fichier de Postman qui est un fichier JSON et ça va donc importer la collection de requêtes directement dans votre Postman, vous permettant de les avoir sans avoir besoin de les coder de votre côté. Donc premier endpoint, récupérer tous les to-do. Donc moi ici, on le voit, c'est vide, car à l'instar de ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, on va avoir une collection en mémoire. À cet effet, avec le post, on va pouvoir créer un to-do. Donc ici, on peut lui passer directement le titre d'un to-do, car un to-do n'est composé que d'un ID, d'un titre, d'une date de début et d'une date de fin éventuelle. Donc là, la seule chose qu'on a besoin pour créer un to-do, comme quand on l'écrirait en fait sur un post-it, c'est uniquement le titre. Donc là, apprendre ASP.NET Web API. Si j'envoie la chaîne apprendre ASP.NET Web API, donc en row JSON sur le endpoint to-do, je vois que j'ai mon to-do qui a été créé ici. J'ai un 200 OK, donc l'ID numéro 1, apprendre ASP.NET Web API, avec une date de début et aucune date de fin. Donc si je refais un get all, je vois que j'ai bien celui-ci qui est remonté. Je peux également faire un get by ID, donc pour le to-do d'ID numéro 1, et j'ai de nouveau le to-do d'ID numéro 1, et je peux récupérer tous les to-do qui sont actifs. Donc là, ici, j'ai le 1 qui est actif. On considère qu'un to-do est actif s'il n'a pas de date de fin. Donc je vais créer le même, et comme ça on le voit ici, j'ai bien le to-do numéro 2. Je vais faire un update du 1, en fait, je vais modifier le titre pour dire que c'est apprendre ASP.NET Web API minimal, et je vais lui donner une date de fin au 1er janvier 2023. Donc si j'envoie ça, je vois que j'ai un 204 no content, ce qui veut simplement dire que ma requête a été acceptée, mais qu'elle n'a pas produit de résultat. Après tout, je suis en put, donc en update, donc je sais exactement ce que j'envoie comme information pour quel to-do, donc je n'ai pas besoin d'avoir de retour, car ici, aucune info n'est validée par le serveur. Si je refais un get all, je vois cette fois-ci que j'ai le deuxième to-do que j'avais créé sans date de fin et le premier qui a bien une date de fin, de telle sorte qu'un get active ne me renvoie que le to-do numéro 2 et plus le 1, car en effet, ce dernier n'est plus actif vu que je l'ai marqué comme étant terminé. Et ensuite, je peux supprimer un to-do en faisant un delete sur le 1 par exemple, qui me renvoie également du no content. Et si je refais un get all, eh bien le 1 n'existe tout simplement plus. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut faire une gestion très simplifiée des to-do. Encore une fois, le but, c'est de vous faire pratiquer ce qu'on a vu dans ce premier module de façon totalement autonome. Ne vous prenez pas la tête sur des problématiques de sécurité, des problématiques de base de données, des problématiques de validation de données. Tout ça, on va le voir plus tard, bien entendu. Là, le but, c'est vraiment que vous puissiez faire une API basique avec une gestion
en mémoire qui respecte les principes REST, on va dire de base, donc qui renvoie du 200 et ainsi de suite. Donc par exemple, si je fais un get by ID d'un to-do avec le numéro 3, eh bien j'ai une 404 not found. C'est ça que je veux dire par du REST basique. N'allez pas implémenter des validations manuelles et tout ça, on le verra plus tard comment le faire. Moi, quand je vais vous faire le corriger par rapport à la version que j'ai là, qui sera la même, vous allez voir, il y a certaines choses que j'ai volontairement pas fait de façon spécifique, tout simplement parce que dans les modules suivants, on verra comment améliorer notre API. Donc si vous pensez avoir assez d'informations pour commencer l'API, eh bien allez-y, récupérez la collection de requêtes Postman qui vous donne donc les fonctionnalités implémentées. Donc vous avez par le biais de l'URL ce qu'il faut faire et par le biais des différents paramètres comme le body par exemple les informations. Si vous n'êtes pas totalement à l'aise ou vous ne savez pas encore exactement comment démarrer ou ce qu'il faut faire exactement, eh bien je vous donne rendez-vous dans la slide suivante où je vais vous donner quelques indications, quelques indices pour que vous puissiez bien commencer. Donc si vous êtes encore là, c'est que vous avez, on va dire, quelques difficultés à amorcer la machine pour faire ce TP. Donc voici quelques instructions destinées à vous guider pour bien démarrer le TP. Créer un nouveau projet. Quand on fait un TP, il est essentiel, sauf si, eh bien, je vous dis spécifiquement que c'est l'amélioration d'un projet existant, comme par exemple, on va prendre ce TP des to-do et on va l'améliorer à notre module, donc dans ce cas-là on repartira de celui qu'on avait déjà pour l'améliorer, mais là je vous conseille de partir avec un nouveau projet et d'éviter de partir du projet de démonstration sur lequel on s'est entraîné dans le premier module pour ne pas être parasité avec des endpoints qui ne serviraient à rien et qui pourraient créer même des conflits. Donc créez-vous un nouveau projet, on va dire à partir de rien, comme on l'a fait dans les premières vidéos du premier module. Créez-vous un projet console, ajoutez le support pour ASP.NET et créez les 3 instructions initiales pour vraiment partir, on va dire, de la base. Je vous déconseille pour l'instant d'utiliser le template de Web API avec l'option minimale parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être auto-générées et des paramètres qui vont être définis par défaut que vous n'avez peut-être pas envie ou qui risquent peut-être de vous troubler plus qu'autre chose. Donc partez vraiment d'un projet console, faites-le muter en projet web et rajoutez les 3 lignes de code avec le Web Application Create Builder, le builder.build et le app.run pour avoir, on va dire, le minimum syndical et ne pas être parasité par autre chose. Ensuite, les données d'un to-do seront stockées dans un modèle dans lequel vous allez avoir l'identifiant, bien sûr, le titre, une date de début et une éventuelle date de fin. Utilisez une classe ou un record, comme bon vous semble. Moi, j'aime bien utiliser le record, qui est un nouveau type de C# 9. Mais après, vous pouvez très bien utiliser une classe sans problème. Et n'oubliez pas aussi de vous créer un service pour gérer les to-do, donc une classe de service qui sera enregistrée en tant que singleton, car elle va gérer les to-do en mémoire. Encore une fois, si vous avez déjà un petit peu d'expérience en ASP.NET, en .NET, ou que vous vous sentez déjà à l'aise avec tout ça, vous pouvez très bien passer au module suivant sans trop de problème, mais pour l'instant, ne complexifiez pas inutilement l'API en rajoutant des choses qui n'ont pas encore été vues, comme la validation, la sécurité. Ce sont des choses qu'on verra plus tard. Là, pour l'instant, focalisez-vous sur ce qu'on a vu dans ce premier module, créer une API basique, en REST basique, qui fait le minimum. Quand bien même, dans votre liste, vous allez avoir 2 to-do avec le même ID à cause du code, c'est pas très grave, on verra comment améliorer ça plus tard. Ne vous prenez pas la tête pour des choses qui sont pour l'instant trop compliquées à votre niveau de connaissance. Allez-y par étapes et créez votre tout premier API, surtout en autonomie à partir de rien. C'est surtout ça qui est important, en créant les endpoints et en récupérant ce qu'il y a dans Postman et en vous assurant que vous avez le même comportement que moi par rapport à ce que j'ai fait dans la démo. Pas la peine que le code soit parfait, ce sera amélioré dans les modules suivants. Si tout est clair pour vous, eh bien, je vous invite à passer les mains sur le clavier dans votre IDE favori et à coder votre première API. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le corriger de ce premier TP. Allez, on passe au corrigé de ce TP. Vous allez voir, ça va être assez facile, rapide, et normalement, il ne devrait y avoir aucune difficulté. Donc ici, j'ai créé un dossier pour l'occasion. Je peux le créer en ligne de commande, ce que je vais faire parce que je trouve que c'est plus rapide, mais vous pouvez aussi le faire avec Visual Studio, donc .NET New Console, et comme petit nom, je vais lui donner To-Do List API.
Vous pouvez bien sûr passer par VS pour faire cela, il n'y a pas de problème. Donc maintenant que mon CS Projet est créé, je passe par Visual Studio. Je vais m'assurer de sauvegarder le fichier SLN, comme ça j'ai mon fichier solution dans lequel il y a mon projet. Donc dans le programme, j'ai le programme du projet console par défaut. Première chose que je vais faire, je vais aller modifier le fichier projet pour passer en SDK web, comme on l'a vu. Donc ici, Visual Studio me dit qu'il faut recharger le projet. Ensuite, je vais commencer par faire mon builder, donc webapplication.createBuilder, mon application, builder.build, et finalement app.run. On retrouve ici ce qu'on a vu dans la première vidéo du module 1, à savoir comment créer une application minimal API from scratch. Alors, je précise également que vu que moi j'ai forcé le port 5555, je vais enlever HTTPS et ici je vais spécifier qu'il tourne sur le port 5555 et je n'ai pas besoin de lancer le navigateur car je n'ai fait qu'une API. On verra plus tard comment le navigateur peut nous aider pour rendre notre API plus professionnelle. Maintenant, première étape, il me faut créer le modèle. Donc je vais commencer par ajouter la classe de modèle qui est donc un to-do. Donc il s'agit d'un record qui contient donc un ID, un titre, une date de début et une date de fin éventuelle. Pour me simplifier la vie, je vais l'affecter à nul par défaut. Donc ce record, c'est le modèle de mon API qui décrit en fait comment est-ce que je vais gérer les données. Alors ici, un seul modèle pour tout faire. On verra quand on passera sur des choses plus pro, comment on peut faire pour avoir une multitude de modèles en fonction des spécificités. Ensuite, nous allons créer le to-do service, donc qui est une classe qui contient donc la liste des to-do, donc que j'initialise à une nouvelle valeur par défaut. Ce sont des nouvelles syntaxes amenées par les dernières versions de C#. Donc ici, on va avoir plusieurs méthodes. La première, getAll qui renvoie toute la liste. Ensuite, un getById. Nous allons ensuite avoir le delete, donc pour un ID bien particulier. Donc nous allons chercher dans la liste, donc je vais faire ici un getById dans mon ID, et si todo n'est pas nul, list.remove de todo. Relativement simple. Ensuite nous allons faire un add. Donc pour ajouter un to-do, on pourrait le faire de plusieurs façons, soit on passe tout le modèle, soit on ne passe que le titre, et la date du jour étant définie comme la date de début, sans date de fin, vu que c'est quelque chose qu'on doit faire. Donc moi je vais opter pour cette approche. Donc ici je vais spécifier un titre, donc je vais créer un nouveau to-do. Donc ce nouveau to-do, l'ID, en fait, ça va être égal à le nombre d'éléments qu'il y a dans la liste plus 1, car en effet, vu qu'on utilise un entier, on va se baser là-dessus. Alors ici, je vais faire un ID qui est égal à list.count plus 1. Le problème, eh bien, c'est que si on ajoute deux to-do qu'on supprime le premier, on va avoir un ID qui va valoir 2 alors que l'ID 2 existe déjà. Donc ici, nous allons faire ID de max de t flèche t.id plus 1. L'idée, en fait, c'est d'avoir l'identifiant maximum dans la liste plus 1. Donc, je vais lui passer cet ID-là, le titre passé en paramètre, et la date, le temps actuel. Donc, mon to-do est bien créé, je l'ajoute à la liste. Donc, le add va me renvoyer le to-do qui a été créé pour pouvoir récupérer l'ID. Et je vais donc retourner ce to-do. Donc ici, un peu plus de code que dans les précédentes. On calcule tout d'abord l'ID en prenant le max plus 1. On crée notre to-do, on l'ajoute à la liste et on renvoie l'élément fraîchement créé, notamment pour avoir l'info de l'ID. Reste une subtilité, c'est que max va renvoyer une erreur si la liste est vide. Donc ici, on va faire une ternaire. Est-ce que le nombre d'éléments dans la liste est supérieur à 0? Si oui, je fais le max plus 1. Sinon, dans les ternaires, on sépare par un 2 points, je mets 1. C'est-à-dire qu'en fait, cela correspond à un if, cela correspond à ce qu'il y a dans le if, et cela correspond à ce qu'il y aurait dans le éventuel else. Ici, vu qu'on fait une ternaire, il y a forcément un else. Dernière méthode nécessaire, l'update. Donc pour l'update, on va prendre en paramètre un to-do. Le plus simple pour faire l'update va être de faire un delete du to-do en question et de faire un add du
item.title. Alors le problème avec cette approche, c'est que les autres infos qu'il y a dans mon update de mon to-do sont perdues et remplacées notamment pour le datetime.no. Donc je ne vais pas faire ça, je vais faire un add d'un nouveau to-do. Donc je vais reprendre ici l'identifiant du to-do qui m'a été passé, vu que c'est un update, le titre, la date de début et la date de fin, car le add qui est là ne me permet pas de le faire. Donc ce n'est pas add, mais list.add qui permet de faire cela. Donc là, j'ai fait mon modèle ici, qui est donc un to-do, donc avec l'id, le titre, la date de début, une éventuelle date de fin, et mon service, pour l'instant, la première version, qui a donc la liste des to-do, le get all, le get by id, la suppression, l'ajout juste avec un titre et la mise à jour. On va donc pouvoir se rendre dans le programme.cs et commencer à faire nos divers endpoints. Donc la première chose à faire va être d'enregistrer notre service dans la collection des services, donc builder.add-singleton du to-do service, car en effet on va en avoir besoin dans tous les endpoints qui utilisent notre service, car notre gestion des to-do travaille avec ce service. Ensuite, premier endpoint, le map-get, donc sur to-do comme ceci, donc pour récupérer la liste complète de tous les to-do, nous allons avoir le to-do service, que je vais appeler service, qui va faire un return de results.ok de service.getAll. Donc en fait, cet endpoint me permet de lister tous les to-do, donc je vais spécifier également ici le from service, qui n'est encore une fois pas obligatoire, mais que je vous recommande de mettre à des fins de performance, quand bien même ASP.NET est assez futé pour savoir de quoi il est question. Ensuite, nous allons dupliquer le map-get pour faire un to-do pour un ID en particulier. Donc cette fois-ci, on va faire le get by ID, et l'ID qui est ici va venir de la route. Donc je vais spécifier également from route. J'aime bien que ce soit totalement explicite. Donc get by ID. Alors petite subtilité, l'ID fait peut-être référence à un to-do qui n'existe pas. Donc on va faire ici une variable intermédiaire. Si le to-do est nul, on return results.notfound, sinon results.ok du to-do. Donc là, c'est un peu plus avancé, dans le sens où si le to-do n'existe pas, on renvoie 404 notfound pour respecter la logique REST. Dernier endpoint de lecture. On veut récupérer les to-do qui sont actives, donc qui n'ont pas de date de fin. Donc ici, nous allons avoir uniquement le to-do service, qu'on va appeler service. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un return results.ok de service.getAll. Et nous allons faire un filtre avec un where, où est-ce que les to-do.endDate sont nuls, tout simplement. ASP.NET est assez futé pour transformer le where qui est ici enumerable en projection afin de faire de la sérialisation, donc on n'a pas besoin d'en faire une transformation en liste ou en tableau. On a donc nos 3 endpoints de lecture qui sont disponibles. Maintenant, passons aux endpoints d'écriture. On va faire un map post. Donc sur to-do, je veux la possibilité, donc ici je vais encore avoir besoin de mon service, la possibilité de créer un nouveau to-do. Donc pour ça, on va avoir un from body, on va récupérer généralement un modèle to-do. Mais souvenez-vous, dans notre service, on a décidé de n'avoir que le titre. Donc ici, il me faut le string to-do comme ceci, qui est issu du body. Étant donné qu'il s'agit d'un type primitif, il faudra faire attention. Et si vous avez récupéré mes requêtes Postman, cela est assez visible. Dans Postman, si vous faites un post, vous pouvez remarquer que le JSON qui est ici n'est pas un objet, mais juste une chaîne de caractères. Si vous souhaitez passer par l'objet to-do, il faudra faire un objet complet afin de renseigner le champ title. Donc moi ici, ce sera simplement string to-do avec le service, et nous allons faire un return results.ok de service.add du to-do passé en paramètre. Alors, on peut également utiliser le code de retour created, mais celui-ci implique de fournir l'URI de consultation de l'objet fraîchement créé. On va garder ça pour un peu plus tard. Ensuite, nous allons faire le map delete, donc sur la même URL que pour la lecture, qui est ici, donc un to-do par rapport à un ID. Je vais également récupérer le service. Donc ici, nous allons faire un service.delete de l'ID et return results.ok. Alors,
plutôt que OK, je vais faire ici no content, qui est un peu plus spécifique, qui va me permettre de dire qu'il n'y a pas de contenu, mais que ma requête a bien été prise en compte. Je dois également récupérer l'ID depuis la route, donc ce que je fais ici comme ceci. Alors, le delete qui est là ne renvoie pas en fait d'informations comme quoi le to-do a bien été supprimé. Vous pouvez l'améliorer, et c'est ce qu'on va faire. On va renvoyer ici un booléen. Donc, si le to-do n'est pas nul, on le supprime, et dans ce cas-là, on renvoie vrai, sinon on renvoie faux. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire ici, est-ce que tu as réussi à supprimer ce to-do? Si le résultat est positif, dans ce cas-là, non content, sinon return results.notfound, si on tente de supprimer un to-do qui n'existe pas. Dernier point à faire, le map put pour l'update. Donc pareil, vu qu'on update un objet en particulier, il nous faut l'ID dans la route. Donc ici, nous allons avoir la même lambda qu'ici, sauf que nous avons également, depuis le body, l'élément à modifier. Donc dans cette lambda, ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire service.update, et là il faut nous passer l'item, et après on va faire un return results.nocontent. Petit problème, l'ID qui est issu de la route n'est pas exploité, donc généralement ce que je préfère faire, c'est que dans mon update qui est ici, je vais également spécifier l'identifiant, qui va me servir à la fois pour la suppression et pour la création du nouvel objet. Comme ça, on peut se servir du modèle todo qui est ici, qui plus tard on verra sera également un autre modèle, sans avoir besoin de spécifier l'ID, donc juste les éléments qui sont importants. D'ailleurs, si vous reprenez ma requête Postman dans l'update, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'ID dans le corps de cet appel. Donc c'est comme ça qu'il était nécessaire de faire, en utilisant l'ID depuis la route, et donc en passant la valeur ici en paramètres. Normalement, notre API est complète, comme vous le voyez, elle fait presque 57 lignes, 56 lignes pour être précis, donc il n'y a pas énormément de choses, on va l'exécuter et on va tester cela directement dans Postman. Donc là, je l'exécute, maintenant je vais aller dans Postman et je vais exécuter tous les endpoints. Tout d'abord, le getAll me renvoie OK. Si je crée un to-do, il est bien créé avec l'ID 1, de telle sorte que dans le getAll, j'ai bien l'ID 1. Il apparaît comme to-do actif car la date de fin est nulle. Si je récupère par identifiant, j'ai bien mon to-do. Je peux également le mettre à jour. Donc la mise à jour ici fournit une date de fin et change le titre. Donc je vais faire un update. Ici, j'ai une erreur. 404 not found, ça veut dire qu'en fait j'ai raté quelque chose sur la mise à jour. Donc dans la mise à jour qui est ici, j'ai fait effectivement not found alors que c'était non content. Donc c'est une erreur pas très grave parce que sans relancer mon API pour éviter de perdre les modifications, ici on peut voir que ça a été modifié, juste une erreur de frappe. Vous l'avez peut-être remarqué durant le visionnage de la vidéo, moi quand je tourne en même temps que j'écris, des fois je rate des choses. Aucun to-do actif. Si j'en crée un nouveau, cette fois-ci dans les actifs, je n'ai que le nouveau. Dans all, j'ai bien le 1 et le 2. Et si je supprime le 1, no content, tout est bon. Et si j'y vais, je n'ai que le 2. Et si je tente de supprimer le 3, j'ai not found. Donc, on a ici le code de cette première API pour faire une to-do list en REST. Donc, pas beaucoup d'endpoints, pas beaucoup de complexité non plus, mais cela vous permet de pratiquer les fondamentaux qu'on a vus durant tout ce cours. Si vous avez réussi cet exercice, félicitations, vous avez codé votre première API en ASP.NET. S'il y a des choses que vous n'avez pas réussi, que vous ne comprenez pas, je vous invite à revoir la vidéo et à approfondir ces sujets-là avant de passer à la suite, car dans les modules qui viennent, nous allons voir des concepts plus avancés, et si vous ne maîtrisez pas les bases qui sont présentées ici, vous allez avoir du mal pour la suite. Vous trouverez en ressources associées à cette vidéo le fichier zip qui contient le code source du To-Do List API tel qu'il est présent à l'écran que je l'ai codé. Comme ça, vous pourrez partir de cette base-là pour la suite du cours.